Messieurs, souvenez-vous à chaque fois que le Cameroun est le nôtre et ensemble nous devons reconstruire ce pays qui nous appelle et qui appelle chacun de ses fils de l'intérieur comme de l'extérieur à le repenser véritablement. Bonjour à vous, bonjour à tous, merci de nous retrouver encore pour une nouvelle édition de 10-12, le Zénith, et bien évidemment pour cette date importante pour le Cameroun, pour ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant. Merci encore à vous pour la confiance et la fidélité que vous nous faites en restant sur Equinox Télévision. Le grand dialogue national a un an aujourd'hui. Quel bilan peut-on réellement en faire? Un an après la tenue de la grande messe, les problèmes pressants se posent toujours. Le comité de suivi brille, dit-on, par une inertie maladive et à travers bien évidemment la presse ce matin, la nouvelle expression, on a pu lire les sorties de ce porte-parole de ce grand dialogue national qui pense pour sa part que dire que les choses n'avancent pas serait de la mauvaise foi. Bonne foi ou pas, quelle appréciation peuvent faire les Camerounais aujourd'hui sur la question de ce grand dialogue national? Est-ce que ceci a apporté des fruits réels pour le Cameroun et notamment pour l'avancée du Cameroun? Comment comprendre? Comment comprendre également les voix qui s'élèvent aujourd'hui au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'insurge contre les manœuvres tapis dans le parti par M. Jean Kueté, des déjections, dira-t-on ainsi, mais surtout des Camerounais qui estiment qu'ils ne pourront plus faire partie du RDPC parce qu'ils estiment que Jean Kueté ne fait les choses qu'à sa tête et ne respecte pas les textes du parti. On va peut-être prendre encore le cas de M. Bibéé qui vient désormais de se mettre à l'écart, surtout parce que son dossier a été rejeté en ce qui concerne bien évidemment les conseils régionaux. Comment apprécier ce qui se passe aujourd'hui au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Des tensions en interne. La grande équipe est au complet ce matin. Charles Amembachoum, Bonbon Bengan, Kanji, Dominique André Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission, mesdames et messieurs, comme chaque matin, avec vous, jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir. Charles Amembachoum, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux responsables, ou si vous voulez, au président de la commission d'agrément des livres. Lorsqu'on donne à un enfant de la maternelle 10 livres, pour un jeune cerveau en construction, c'est pour que l'enfant travaille comment? 10 livres à la maternelle. Je ne parle pas de la CIL, encore moins même du CE1. Mon Dieu, le mercantilisme est en train de détruire véritablement l'éducation. Il est temps de sauvegarder ces acquis précieux pour nous. Le mercantilisme, justement, est en train d'avoir une attaque dans nos écoles aujourd'hui. Comment sauver nos enfants? Charles Amembachoum l'a très bien dit, mais quand même 10 livres pour les enfants de la maternelle, c'est fort quand même. Hein? C'est très fort. 10 livres pour les enfants de la maternelle. Un enfant va travailler comment? Il y a le livre, il y a l'exercice, livre, exercice, livre, exercice. Mais finalement, et puis il y a les copies, parce qu'on exige des rames de papier aux parents, on exige des gouages, Non, c'est trop, c'est trop. C'est saturer un jeune cerveau en construction. Et bien évidemment, sous le signe de la commémoration de l'empoisonnement du héros national Félix Roland Moumié, ce 3 novembre 1960, souvenez-vous également, madame, messieurs, le combat politique au Cameroun se poursuit, mais on va également ce matin saluer une nouvelle initiative pour le combattant André Blaise Essama, qui vient aujourd'hui encore d'être très heureux d'avoir ces Camerounais qui ont choisi de lui remettre sa moto, une nouvelle moto qui risquera encore d'être confisquée effectivement. Et c'est bien sûr le souverain Rabouni Ier qui a compris la nécessité de lui donner encore cette moto-là. André Blaise Essama qui est très heureux effectivement, bien que la police a choisi avant les manifestations du 22 septembre dernier de l'interpeller sur le pont du Vouri et de lui arracher une nouvelle fois sa moto. Aujourd'hui, André Blaise Essama s'est dit très heureux de l'avoir reçu à nouveau de M. Rabouni Ier. On va justement voir ses réactions avec les internautes tout à l'heure. Allez, Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Et oui, Charles Lamel, il ne s'agit pas seulement de saturer le cerveau des jeunes Camerounais, il s'agit également de les détruire physiquement. Comment un élève de la maternelle au cours moyen, deuxième année, pourra porter tous ces sacs? Il faudrait voir, ça pèse lourd et ils auront des colonnes vertébrales tout à fait délabrées.
avant d'avoir l'âge de 11 ans. Et voilà comment on les tue en détruisant les cerveaux, mais également en les rabotant, c'est-à-dire en détruisant les os. Et on risque donc de voir, il faut mettre tout ça sur la ligne de code. Autre chose, le RDPC. Alphonse Joseph Bibéhé est parti, mais il dit qu'il continuera à soutenir Paul Biya ailleurs. Mais ce n'est pas le problème important. En réalité, le problème qui se passe dans le littoral, je pense qu'ils auront le courage de le dire, parce que tout le monde s'est réfugié derrière le président. Non, il faut dire que le président du RDPC a échoué dans sa politique communautaire. Tout le monde vous cite pour le libéralisme communautaire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en fait, qui commande le littoral? Les Bassa ou les Douala? Voilà l'enjeu. Or, au lieu d'aider leur président de la République, ou alors lui dire que, monsieur, cher camarade, tu as échoué, parce que dans le parti politique, on se tutoie, pour consolider une république avec les nationalités qui existaient. Parce que chaque fois, nous vous disons qu'il faut faire un consensus entre les nationalités et la République. On pense qu'on peut tricher. Ça va vous rattraper, vous les gens du RDPC. Voilà le problème qui se pose, parce qu'en fait, pour M. Bibéhé, il dit qu'on les a éliminés, Nyodok et lui, parce qu'ils étaient des prétendants majeurs comme Bassa pour diriger leur province d'origine. On veut privilégier les Sawa, les Douala. Et bonjour, donc, bien sûr, le tribalisme aujourd'hui, voilà. Parce ce n'est pas le tribalisme, c'est le communautarisme. Je veux dire qu'ils doivent avoir, comme les Kindi avaient commencé ça, les Singapour, les Mila Souté. Il faut faire le débat au sein du parti pour que ça transmette. Mais aujourd'hui, on vient vous mal placer les NAM. Et ils ne sont pas les militants du parti. Ça déporte donc le débat qui devait être fait au sein des partis politiques. On les confie dans l'administration qui ne s'y connaît pas. Voilà comment on restera dans la minute. Allez encore Limbon Bengan, le pacte de conservation du pouvoir aujourd'hui, pour mieux comprendre ce qui se passera exactement. Mais surtout, est-ce qu'ils auront la force nécessaire pour dire non profondément à Paul Biya et lui dire qu'il aurait échoué en 38 ans de règne? Il faut qu'il parvienne à le dire. Puisqu'entre camarades, on se tutoie. Et on le sait également, madame, monsieur, Manaouda Malachi rend des comptes également. Le ministre de la Santé publique vient de rendre public les états des contributions financières et matérielles des donateurs. Pourquoi maintenant cette transparence? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache? Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je me suis réveillée avec ce qu'on appelle communément au Cameroun le goitre. Le goitre parce que j'ai lu un article qui met en avant un ancien capitaine des Lions Indomptables qui estime que les Bamileke veulent faire main basse sur le football camerounais. J'ai été extrêmement froissée. Vous parlez bien d'Emmanuel Mvei, voilà. Ancien capitaine des Lions Indomptables. Voilà, j'ai été extrêmement froissée quand on en arrive là. Et la question que je me suis posée, c'est celle de savoir, est-ce qu'on ne procède pas à des votes pour avoir à la tête de toutes les délégations, de toutes les institutions qui ont été citées? Et est-ce qu'il n'y a que des personnes venant de cette région-là qui sont à la tête de ces institutions? Je me repose encore la question de savoir où sont donc passés ces articles de loi, cette loi qui estime qu'on doit bannir le tribalisme au milieu des Camerounais. Pourquoi il n'y a pas d'autorité qui puisse mettre un stop à ce qu'on est en train d'observer? Sanctionner surtout. Justement. Voilà, parce que les propos d'Emmanuel Mvei, ancien capitaine des Lions Indomptables aujourd'hui, continuent de faire parler plus d'un sur la toile, mais aussi dans les chaumières au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette sortie soit telle que nous la vivons aujourd'hui, madame, monsieur? Le Cameroun est à reconstruire véritablement, et ensemble, on doit le faire. Dominique Audrey avec nous, la grande équipe, madame, monsieur. Vous aussi, on vous attend avec vos nombreuses contributions et participations. Les plateformes, vous les connaissez, 10-12, le Zénith sur Facebook, Equinox TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez rapidement le faire, toujours sur Facebook. Et surtout, le message ou encore les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, nous lirons vos messages tout à l'heure. L'histoire du jour, Dominique Audrey.
L'histoire de ce matin, beaucoup de parents se reconnaîtront certainement. On parle de rentrée scolaire avec ce couple-là qui est en train de traverser une zone de turbulence. Le monsieur qui nous raconte l'histoire explique que au mois de septembre, au mois de septembre dernier, il a remis la somme de 500 000 francs à son épouse pour pouvoir gérer les pensions de ses 4 enfants. On a 2 enfants qui sont à l'école primaire et on en a 2, les aînés, qui sont arrivés au collège déjà. Donc sa dame était censée payer la pension avant le début des classes. Il explique également que de son côté, après avoir remis les 500 000 francs pour payer les différentes pensions, il est allé de son côté, il a cravaché et il a acheté cahiers et livres pour ses enfants à qui il a remis respectivement ce qui était dû à chacun. Et il demande à sa dame, est-ce que tu as déjà procédé à l'inscription? Tu t'es du moins rendu dans l'établissement scolaire des enfants pour remettre les manuels aux enseignants? Parce que dans cette école-là, on remet les manuels aux enseignants qui savent comment en disposer pour les enfants. Elle a dit vraiment, je suis fatiguée, tu sais, à cette période-ci, il y a trop de rangs, j'ai pas envie d'aller m'aligner toute la journée, la fatigue, vraiment, je vais le faire plus tard. Il s'est dit, d'accord, ça doit être une flemme passagère et que ça allait passer. Il lui dit, ok, puisque tu ne vas pas chez les petits, va au moins chez les grands. Essaye de voir comment tu vas faire pour payer les pensions. Tu sais qu'il y a dernièrement beaucoup de vols et des agressions dont les enfants peuvent même perdre l'argent. Ne le leur remet pas à main propre. Madame n'a pas respecté puisqu'elle n'a pas inscrit les enfants. Lundi dernier, c'était la rentrée scolaire. Le 5 octobre. Voilà. Le papa des enfants lui dit, ok, les enfants ont déjà commencé l'école, il faut que tu me rendes les reçus pour que je puisse les conserver pour, vous savez qu'on demande constamment les reçus pour des contrôles aux enfants. La dame, elle a commencé à bafouiller, elle ne disait rien de concret et après moult insistance, moult interpellation de son mari, elle a fini par lui dire arrête de me mettre la pression, maman est venue, mon père est malade, je lui ai donné de l'argent pour qu'il puisse se soigner et de toute façon, tu ne t'occupes même pas de mes parents, ça fait un moment, donc t'inquiète pas, je vais trouver une solution, je vais faire inscrire tes enfants lorsque je vais trouver d'autres moyens. Oui, d'autres moyens. Le monsieur était interloqué. Il ne savait même pas quoi répondre. Le monsieur a pris sa voiture, il allait prendre de l'air. Lorsqu'il revient, il entre dans sa chambre, il n'a pas mangé ce jour-là, vraiment très courroucé. Il a décidé de faire du rangement. Vous savez que ça déstresse un peu de travailler lorsqu'on est en colère. Il tombe sur un bout de papier, une sorte de reçu, où il est mentionné que sa femme avait fait un versement de 400 000 francs à une société très connue de marketing réseau. Vous savez comment ça se passe. Vous donnez de l'argent et on vous donne de la marchandise et tout. Vous ramenez des gens après et après. Il confronte la dame. Elle lui dit, je t'ai dit que ma famille et tout. Elle n'a même pas voulu admettre ce qu'elle était en train de faire. Conséquence, son mari se remémore dans tous les vices de son épouse. Il se souvient des photos d'elle complètement à poil. Il se souvient de ses sorties inopinées. Il se souvient d'un certain nombre de choses qu'on peut reprocher à cette femme. Et il nous dit, moi j'aime ma femme, je ne suis pas prêt de la quitter aujourd'hui. Mais est-ce que ce genre de femme avec des tendances aussi... est-ce qu'on peut sauver une femme pareille? Comment faire pour gérer cette situation? Eh bien, on donne également la parole aux téléspectateurs qui vont nous regarder ce matin. Comment faire pour en sortir aujourd'hui? Le marketing des réseaux, réalité, c'est devenu quasiment courant. Aujourd'hui, on vous interpelle à tous les niveaux pour vous parler du marketing des réseaux. On vous demande de souscrire parfois à hauteur de 400 000 francs à des montants exorbitants. Beaucoup vous diront, souscrivez, ramenez-nous des personnes, vous gagnerez beaucoup d'argent par la suite. Cette femme serait-elle tombée dans le filet du marketing des réseaux? Comment l'apprécier ce matin? Et je donne la parole d'abord à Karine Sontia sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? D'abord, qui a hypothéqué bien sûr l'école de ses enfants avec le marketing des réseaux et peut-être sortir de là ou pas? Je suis choquée par ce que j'ai entendu dans l'histoire de ce matin. J'ai l'impression que chaque fois qu'on parle sur ce plateau, ça rentre dans les oreilles de sourds. Ou c'est parce que nous ne sommes pas encore mariés, je ne sais pas. Non, parce que non. La vérité c'est que lorsque vous parlez... C'est pas parce que vous non, bah oui, je le dis et je l'assume tellement. Mais c'est pas pour autant que vous ne donnez pas de bons conseils. Non, je le dis parce que
Il y a quand même des choses qui sont dites sur ce plateau Oui. qui devraient permettre que les femmes ne tombent pas dans certains pièges. On a parlé de l'affaire Milda ici. On a parlé ici. C'est pas parce que l'on n'est pas marié qu'on ne connaît pas ça. Oui. C'est de ça qu'il est question. Je ne comprends vous pas. vois. Oui. Je Non, ne comprends vous aurez pas un mari au nom comment. de Jésus, ne vous en faites pas. C'est Elle pas. non, Je ne suis elle pas à la recherche. Elle ne cherche pas Je ne suis le pas à la mariage. recherche. Évoluons. Ce qui m'inquiète, c'est la facilité avec laquelle elle dit depuis longtemps, tu ne t'occupes même pas de mes parents. C'était un contrat. C'était un contrat. Au niveau où tu hypothèques l'avenir de tes enfants, 500 000, c'est pas 50 000. Hein. Ce n'est pas 5 000. C'est un demi-million quand même. C'est vrai. C'est-à-dire qu'avec 500 000, tu commences même un business, ça meurt. Imaginez ce que quelqu'un peut faire avec l'argent de l'école de ses enfants. Toutes les femmes célibataires pendant les 7 mois s'ils ne cherchaient que de l'argent. Les mères d'enfants, les femmes qui sont déjà mamans. Tous ces 7 mois où les enfants ne sont pas allés à l'école, elles étaient dehors pour chercher de l'argent. Les tontines par-ci, certaines même ont monté les taux de cotisation dans les associations parce qu'il fallait que ce soit vraiment conséquent au moment où il faudra payer la pension de l'enfant. Ouais. Vous voyez une femme qui se lève parce que quelqu'un a pris l'argent facilement, lui a donné et elle joue avec. Elle joue avec l'argent parce que son mari en a même beaucoup. Comme il a même donné 500 000 là, il peut même donner 1 million demain. Elle part s'inscrire dans son marketing des réseaux avec. On ne sait même pas ce que c'est en train de lui donner. Parce qu'on lui a dit que quand elle va ajouter une personne dans sa branche, elle va ajouter une autre personne dans sa branche, ça va finir par faire l'étoile et tout le monde va produire. Elle aura 6% ou 10% ou 20% dans ce que chacun va produire. Mais ça, c'est de la bêtise. Ça relève de la bêtise. En pleine rentrée scolaire, vous jouez avec 400 000, 500 000. En pleine rentrée. Même avec ça maintenant, vous ne payez pas toute la pension de 3 enfants. 3 enfants. Imaginez dans les écoles où les enfants. Ne serait-ce que l'inscription, pour qu'entre-temps, les parents continuent justement à C'était travailler. juste l'inscription. Effectivement, pour revenir. Son mari a déjà acheté les cahiers, son mari a déjà. Vous voyez quelqu'un qui a passé sa vie dans tous ces mois-ci, il calculait comment est-ce qu'il va s'en sortir avec ses enfants. Donc, comment est-ce que. Parce que vous savez que dans les collèges, les lycées, dans les collèges, les écoles primaires, privées, avant que le premier trimestre ne finisse, on renvoie les enfants à la maison pour qu'on termine la deuxième tranche ou encore qu'on finisse la pension dans certains collèges. Donc, cet homme s'est psychologiquement préparé à ce que avant décembre, il aura complété l'argent de l'école de ses enfants. Mais cette femme vient prendre, elle joue avec. Moi, je ne sais pas ce que moi je vais dire. Est-ce qu'elle joue avec parce qu'elle veut, c'est qu'on lui a fait un petit lavage de cerveau avec le marketing des réseaux aujourd'hui? Parce qu'on a envie de comprendre. Qu'est-ce qui peut justifier? Il n'y a que les paresseux qui prennent l'argent des gens pour utiliser comme ça. Ça veut dire? Quelqu'un qui connaît la sueur de l'argent, c'est quelqu'un qui pousse. Quelqu'un qui marche avec les tomates sur la tête au marché ne peut pas jouer avec autant d'argent. Ne peut pas jouer avec autant d'argent. Même si vous venez lui dire que vraiment, sauf si c'est une arnaque où on vient vous dire qu'on va tuer votre mère, on va faire ci et tout, que inconsciemment vous le faites. Mais si elle a souqué un marketing des réseaux, ça veut dire qu'elle s'est arrangée à ce que dans 2 mois, 3 mois, quand elle aura convaincu 3 ou 4 personnes, son réseau se serait agrandi et elle va commencer à avoir les bénéfices. Mais je peux vous dire que les gens ont fait 20 ans dans le marketing des réseaux, ça n'a rien apporté. Donc c'est une mauvaise maman. Les gens ont fait. Et dit que quand vous entrez, la personne qui vous amène s'enrichit sur vous. Mais vous qui êtes peut-être au bas de l'échelle, vous risquez de rester pauvre toute votre vie, peu importe le nombre de clients que vous allez apporter. C'est des choses que les gens doivent comprendre. Ça rend les gens riches. Mais les premières personnes à arriver. Ça rend les premières, oui, les premières personnes à arriver. Mais les dernières personnes qui arrivent, vous êtes au bas de l'échelle là, mais vous allez souffrir. On vous dit non, vous allez voyager. Non, quand tu vas m'ouvrir la boutique, tu vas stocker les produits pour vendre. Non, c'est bien. Finalement, vous vous retrouvez là. Vous vous retrouvez comme ça. Voilà. Tout perdu. Prendre l'argent des enfants, prendre l'argent de l'inscription ou la pension des enfants à une période comme celle-ci, Dominique Audrey, quand ça vient de la mère, est-ce que le père n'a pas de bonnes raisons de la chasser de la maison? Il a toutes les raisons. La première fois. Non, Il y a des choses qu'on tolère. Première fois sur ce plateau. Il y a des choses qu'on tolère. il a toutes les raisons. Il a toutes les raisons. De la mettre dehors, lui dit madame, quittez de chez moi. J'ai fait le bonheur Elle a de Charles abusé. Abel. Permettez. Non, vous faites pas. Laissez qu'elle évolue, je vous en prie. Les débats sont ouverts. Oui. Il a toutes les raisons de mettre cette femme à la porte. On ne joue pas avec l'avenir de ses enfants. Et c'est de la même façon qu'on dit que les femmes doivent être consciencieuses de ce que leurs enfants représentent. Les hommes également. Il n'est pas question qu'un homme reste avec une femme qui va hypothéquer l'avenir de ses enfants. Jamais. Jamais.
Et même si ce n'était pas simplement l'argent de la pension, ça veut dire que si son mari lui avait donné l'argent du terrain, que ma chérie arrête, de peur que quelqu'un m'appelle et je lui donne l'argent comme ça, ou bien de peur que je ne me retrouve à faire un investissement qui ne vaut pas la peine, elle allait prendre l'avenir, le terrain de ses enfants et aller donner à ces machins choses-là. Donc vraiment cette femme, moi je ne sais pas si on peut la sauver. Si c'est mon frère, on ne la sauverait pas. Pas du tout. Et maintenant, les enfants sont des victimes aujourd'hui. Quel espoir, quelle éventualité pour redonner chance à ces enfants d'aller à l'école aujourd'hui? Non, que le père de ces enfants recommence, parce qu'en face, il a une femme qui n'est même pas. Pour elle, elle n'a fait aucune erreur. Vous voyez, vous arrivez dans une famille et vous allez trouver peut-être 4 personnes qui ont investi dans cette histoire-là. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si vous 4, vous mettez vos 400 000 ensemble, ça ne vous donne pas suffisamment pour lancer une start-up? Je crois qu'on a besoin, les gens ont besoin... Vous parlez du marketing réseau? Oui. Oui. Vous êtes dans une maison, le grand frère fait, la maman fait, la soeur fait, la cousine et la tante font également. Chacune donne 400 000 de son côté. Mais si on met les 400 000 tous les 4, est-ce qu'on n'est pas sûr de s'en sortir mieux? Les gens aujourd'hui aiment tellement la facilité, tellement l'argent facile. Ils ne sont pas différents des gens qui utilisent les porte-monnaies magiques. Ceux qui vont donner de l'argent comme ça. Vous restez chez vous, vous ne mangez pas. Vous prenez 400 000 dans lesquels vous pouvez investir. Moi, je dis aux gens, à une époque, j'avais 5 000. Et avec ces 5 000-là, j'ai vendu la banane. Ça m'a permis de faire des œufs, ainsi de suite. Très jeune déjà. Oui. Puisque dès le bas âge, on nous a mis la responsabilité, apprendre à chercher de l'argent, malgré qu'on ne souffrait pas. Oui. Voilà ma grand-mère. Donc, oui. Donc, avec 400 000 francs CFA, avec 100 000, avec 50 000, on peut faire quelque chose de probant. Et voilà donc les hommes... Vous laissez les femmes à la maison. Une femme normalement constituée en 2020 ne reste pas à la maison, elle attend la ration. Une femme normalement constituée en 2020 n'attend pas que son mari rentre avec quelque chose pour acheter du pain à ses enfants. Vous devez suppléer vos maris. Voilà un homme qui cherche, qui fait tout, qui nourrit la bonne dame, qui l'habille. Et après il prend l'argent et il l'habille. Très bien. Alors, est-ce qu'on va dire justement aujourd'hui que le marketing des réseaux est devenu un danger pour les populations, pour les femmes qui, pour la plupart quand même, Charlamagne Battu, il faut le reconnaître, sont un tout petit peu faibles. On peut les enrôler facilement. D'ailleurs, voilà une maman qui était enrôlée et qui faisait ses enfants. Oui, maman. Une maman était enrôlée aujourd'hui. Mais il y a des femmes également qui ont pris la possession de ce business. Charlamagne, nous vous écoutons. Monsieur Michel Ngachou, quels sont les devoirs et obligations d'une femme? C'est la question qu'on doit poser aujourd'hui. Quels sont les devoirs et obligations d'une femme? Je ne dis pas femme mariée, je ne dis pas femme en concubinage, je ne dis pas fiancée. Le premier mari d'une fille ou d'une femme, c'est son père. La preuve, j'ai passé les meilleures années de ma vie auprès de la femme d'un autre, ma mère. Ah oui, monsieur Michel Ngachou. C'est auprès de ces personnes qu'on apprend ce qui nous servira. La femme a l'obligation, monsieur Michel Ngachou, entre 4 et 5 heures de satisfaire sexuellement son mari. Entre 5 heures et 6 heures, elle cause, elle discute, elle quitte le lit conjugal pour préparer les enfants. Le mari, très peu d'hommes déjeunent chez eux. À 6 heures, 7 heures, il est parti. En journée, il y a d'autres qui rentrent, d'autres qui ne rentrent pas. Le soir, lorsque l'homme rentre, la femme a l'obligation de se taire, de la boucler, de le mettre dans des conditions propres et propices au repos. Elle va lui souhaiter une bonne nuit, ils vont échanger 2 ou 3 minutes et l'homme va s'endormir. Ça, c'est les premières obligations concernant le bien-être. La femme a l'obligation de regarder sa maison, ses enfants, son mari et le patrimoine. C'est le 4. L'homme est le 3e pilier, le patrimoine familial. Finalement, tout repose sur la femme. Hein. Monsieur Michel Ngachou. J'ai dit, elle regarde sa maison, ses enfants, son mari et le patrimoine. Très bien. Le patrimoine.
Vous avez des hommes ici qui ont des terrains, ils ont oublié qu'ils ont des terrains. Vous avez des gens qui ont des maisons, ils ont consommé, ils ont oublié qu'ils ont des maisons. C'est la femme qui lui dit que je suis passé en Gonçois, j'ai vu la maison. Il dit, hey, la maison là encore là. Mais ça, il y avait tel qui s'occupait, c'est là où l'homme s'occupe. Les hommes oublient trop. Tellement l'argent est entré, l'homme se retrouve parfois oublié. Oui. Parfois, il y a des préoccupations qui ne l'amènent plus à revenir sur certains détails. C'est les femmes qui gèrent le patrimoine. Alors, vous avez devant vous une femme qui, depuis le début de son mariage, conjugue en jeu. Elle ne conjugue pas en nous. Et je suis sûr que ce n'est pas le premier. Son mari a dû aider cette femme à faire quelque chose dans la vie. Je crois que Dominique Audrey devrait nous raconter. Son mari a dû aider. Oui, il lui a donné un fonds de commerce, un dépôt de boissons notamment. Oui. Et le monsieur ne sait pas où est passé le capital. Même les bouteilles vides, il ne trouve pas. Même les casiers, il ne trouve pas. Danger est omis volontairement de ne pas en parler. Parce donc vous vous rendez compte, monsieur Michel Ngachou, que l'homme n'est pas sa première tentative. Donc c'est un homme qui a essayé, pas une, pas deux fois, la femme l'a déçu. Voilà une femme qui entre en concurrence directe avec son mari. Tu crois que tu as... Est-ce que c'est une concurrence parce que c'est... Monsieur Michel Ngachou, elle va dans le Njambo, multiplication rapide d'argent. Dépose 250 000, en un temps record, tu multiplies à 500 000, tu peux avoir tel temps. Et elle va le tutoyer. Elle peut le tutoyer. Elle a lancé une concurrence directe avec son mari, monsieur Michel Ngachou. Troisième chose, le garçon parade dans la cour de sa belle-mère, tandis que la femme masse le rhumatisme de son beau-père. Qu'est-ce qu'elle a revenu dire à son mari? Tu ne fais rien pour ma famille. Monsieur Michel Ngachou, elle est en concurrence directe avec son mari. Puisque tu ne fais pas, je vais me servir de ce que tu fais pour faire ce que tu aurais dû faire. Elle oublie qu'elle a ses enfants. Une femme qui s'est dissociée de la souffrance de son mari. Écoutez-moi, monsieur Michel. Non, mais encore que là, elle a menti parce que s'il fallait justement prendre cet argent pour s'occuper de sa belle famille, enfin, de sa famille. On n'aurait pas trouvé ce chèque. Mais jusque-là, mentir encore, c'est compliqué. Donc, vous voyez, elle ne sait pas. Elle s'est dissociée des douleurs de son mari. Vous savez, il y a des hommes qui rentrent parfois, ce qu'il a vécu la journée, pleurer le dépasse. Ouais. Mais l'attitude que l'homme a à la maison fait couler les larmes à la femme. C'est la femme qui pleure pour l'homme. Que ouais, je n'ai jamais vu le gars assis comme ça. Ouais, je n'ai pas vu mon gars comme ça. Elle va se cacher et pleure. Elle ne dit rien à son mari. Elle participe à la douleur de son mari. Voilà une femme. Il a donné 500 000, monsieur Michel Ngachou, de ce jour. À part les habitants de Tanga Nord. Nous de Tanga Sud. Tu vas prendre, ce n'est pas un crédit scolaire. Tu vas avoir 500 000 où? Pour rentrer comme ça, dire à ta femme que tiens. Tu vas commencer par dire 20 000 que va d'abord donner, tu demandes le moratoire. Voilà encore 20 000. Tu demandes le moratoire. On s'arrange pour payer en 500 000. Tu t'en as dit que bon, je vais payer en 500 000. Si tu es un petit, tu cours à l'école pour verser. Voilà comment attendre Sud de nous on se bat. Mais elle a la chance d'avoir un homme qui investit, qui met un capital pour ses enfants et elle décide d'orienter. Monsieur Michel Ngachou, je le dis et je termine par là, le jeu. Lorsqu'il entre par la grande porte chez vous, arrangez-vous à prendre la personne qui l'utilise et jetez-le par la fenêtre. Et effectivement, justement, cette question ce matin pose un réel problème dans nos foyers, dans nos mariages. En réalité, tel que c'est conçu, c'est cousu. Est-ce qu'on va dire, bon, Bengan, dans la généralité, dans l'observation de cette société, qu'il y a un effritement, les femmes ne savent plus exactement quels sont les rôles et les missions auxquelles elles sont assignées dans un foyer et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour l'avancée de la famille. Tout va en vrille quand même aujourd'hui. Absolument. Je souhaite que les femmes d'aujourd'hui adhèrent à des groupes kémites. Au moins, elles vont apprendre quelque chose. Prendre même des groupes kémites. Qu'est-ce que la femme n'aurait pas dû perdre? Ou alors, comment revaloriser le statut de la femme? Si vous allez sur Google tout de suite, vous tapez le statut de la femme dans les sociétés dites primitives. Vous téléchargez, vous retapez le statut de la femme dans les sociétés dites modernes. Vous allez vous rendre compte que le statut de la femme dans les sociétés dites primitives était plus valorisant que le statut de la femme dans les sociétés dites modernes. Ça veut dire la chose simple suivante. Les parents, leur avenir est sur les enfants. Et la première personne à préparer l'instruction de l'enfant, c'est la femme. Parce qu'elle se occupe de l'éducation. En fait,
le papa commence à connaître son enfant à partir de 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne berce pas, il ne lui arrive pas de bercer l'enfant, non. Mais il sait qu'à ce moment-là, maman donne le lait et tout, bon, c'est lui qui participe. Mais c'est à 7 ans que papa commence à être plus regardant. Et pourquoi? Parce qu'il y a dans notre notion ce qu'on appelle la complémentarité. C'est ce qu'on dit. De la même manière qu'il a porté l'enfant pendant 9 ans, il l'éduque jusqu'à 7 ans. De la même manière, l'enfant va plus s'occuper de sa maman dans la vieillesse. Si on sollicite, on pense que Dieu peut permettre que les parents vieillissent et fassent grandir les enfants. Vous allez vous rendre compte que les enfants, hommes comme garçons, hommes comme femmes, s'occupent davantage de la maman. Ça peut juste et tout. Et c'est ça qu'on apprend aux enfants aujourd'hui, qui seront parents demain. Donc, en fait, même dans le processus où le troisième volet de mariage, où quand le couple a déjà terminé les périodes qu'on appelle de soupçon, généralement c'est dans les trentaines, quarantaines, les enfants commencent à grandir, vous vous retrouvez à 2, comme au départ. Le problème ici, la différence c'est que au départ, madame pouvait être enceinte, pouvait avoir des enfants, mais ici, les enfants sont partis. Vous ne vous retrouvez qu'à 2. Et ces enfants qui sont partis vont se constituer ailleurs et s'occupent davantage de maman que de papa. Papa devient de plus en plus, j'allais dire, isolé. Ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, mais c'est un processus naturel. C'est ça qu'on apprend donc aux enfants. Vous savez que cette femme qui est pala, qui nous entend aujourd'hui, ne sait pas quelle est la dignité de la femme face à ses enfants. Donc en fait, il est dans un domaine de concurrence terrible qui la perd et qui perd les enfants et qui perd la famille. Et je termine en disant qu'en fait, dans ce système de mariage, d'apprentissage au mariage, le maître mot c'est quoi? On dit la femme chez qui j'habite. Là, c'est l'homme qui le dit. Oui, oui. En fait, un vrai homme dit la femme chez qui j'habite. Puisqu'en fait, moi, plus de 30 ans de mariage, madame me dit, vous ne sortez pas, mais tu ne sors pas avec ce vêtement. Rentre changer. Oui. Bon, quelquefois, passer les enfants, je me suis... Alors, quelquefois, même comme disait Charles Hamel, elle pose des habits. Toi, tu ne te rends même pas compte parce que tu as commencé à mettre ta journée dans ta tête. Tu oublies même que la posée te dit, non, mais j'ai posé les habits sur le lit, j'ai mis, pourquoi tu as porté? Va changer les habits. Tu es obligé d'aller changer. C'est ça la notion de complémentarité chez nous, Africains. C'est ça que nous voulons. Alors, faire perpétuer. une femme comme celle-là, justement, est-ce qu'on va dire à l'homme, soyez fort, relancez-vous, repensez à l'éducation des enfants, même s'il faudrait vous endetter aujourd'hui, c'est ça? Non, ce que je vais dire à cet homme, c'est de porter l'affaire auprès de sa belle-mère, puisqu'elle vit encore. Tu dis, maman, voilà la situation, comment tu l'as appelée, la prénommée. Voilà, disons voilà, Karine. Voilà la situation de ta fille. La fausse Karine, en fait. Voilà la situation de ta fille. Après 6 mois de Covid où les enfants sont pas allés à l'école, je me suis dit, mais ta fille est en train de dégager le problème des enfants qui doivent rentrer à l'école. Dans cette situation, non, mais permettez. La mère va dire Asia. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'en fait, dans ce genre de situation, on ne réunit pas encore le conseil de famille. On s'approche de sa belle-mère en lui disant, voilà la situation de ta fille. Merci. Essaie de voir. Mais il va toujours, bon, il peut s'endetter pour réparer la situation. C'est un sujet, madame, monsieur, qui peut mettre très mal les hommes. On espère qu'il n'y en a peut-être pas. Et les femmes aussi. Et les familles d'ailleurs. Et ça met en colère. Très en colère. La colère, Charles Hamel est là. Je m'interroge ce jour sur la question de l'embastillement des fonctionnaires au Cameroun. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, Monseigneur Cléda avait fait une sortie dans laquelle il disait « Au Cameroun, les fonctionnaires se sentent
obligés de soutenir le parti au pouvoir. Quelques mois plus tard, c'était au tour de Monseigneur Abraham Commet de faire une sortie dans laquelle il invitait tout le monde, y compris les fonctionnaires. Le fonctionnaire camerounais peut-il ou doit-il faire de la politique? Mais dans quelle mesure? Point d'interrogation. Quels sont les effets de cette irruption du fonctionnaire dans la vie politique par rapport à son emploi, par rapport au serment qui est le sien d'être le serviteur de la nation? Y a-t-il une spécificité camerounaise dans l'exercice des fonctions politiques par le haut cadre de la fonction publique camerounaise? Comment sont gérées les carrières des fonctionnaires? Comment passe-t-on de l'administratif au politique? Dans tous les cas, que se passe-t-il en fin de carrière pour les fonctionnaires camerounais? Peut-on dire ce jour que le fonctionnaire astreint aux obligations de servir et de se consacrer au service, de désintéressement, d'obéissance, de réserve et de discrétion professionnelle, tel que prescrit par les textes régissant la fonction publique? Point d'interrogation. Comment comprendre que les agents administratifs, en tant que commis de la fonction publique, interviennent sans gêne et sans vergogne dans le champ politique en tant qu'acteurs partisans, bafouant toutes les règles de l'impartialité de l'État au service duquel ils sont censés être pour le bien public? À quel moment se départir du ministre et du membre du comité central du RDPC? Point d'interrogation. À quel moment se départir ou faire le distinguo entre le ministre d'État et le secrétaire adjoint pour la communication à un parti? Les deux ne font-ils pas un? Y a-t-il possibilité de faire dissociation? Point d'interrogation. Cette double posture d'hybride et de fonctionnaires et des acteurs politiques non seulement brouille et fausse les règles du jeu démocratique, mais aussi alourdit les débats publics, favorise la corruption, la duplicité et l'opportunisme des acteurs de la scène publique camerounaise. Comment comprendre que les fonctionnaires camerounais soient tous, sans exception, militants du parti État? Dans le cas contraire, c'est des pressions, c'est des répressions, c'est un musellement sauvage que vivent ceux qui décident de ne pas accompagner l'action du parti État. Comment se fait-il que les fonctionnaires, les seuls pour ce qui est du Cameroun, soient plus riches, extrêmement riches, bougrement riches que les industriels dans ce royaume, avec les salaires aussi bas que l'on connaît à la fonction publique? Comment comprendre que les fonctionnaires de ce pays soient plus des fervents militants que serviteurs de la nation? Comment comprendre que les employés du peuple se retrouvent impunément à rouler pour le parti au pouvoir sans qu'aucune inquiétude ne leur soit faite? La preuve, pendant la préparation des différentes élections, on a vu des bureaux littéralement fermés. On a vu des ministres mettre la plaque en campagne électorale, abandonnant le service pour aller servir le parti. Comment comprendre le fait pour les fonctionnaires camerounais d'outrepasser, mieux de violer les textes de la République, notamment le décret 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique, qui dispose en son article 40 que, deux points, je précise, le fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci. Il n'est pas tenu d'avoir une entreprise, d'être lié à une quelconque activité rémunératrice dont dépendent ses fonctions. Comment comprendre le zèle et le non-respect de ce texte par le personnel de l'État qui sont payés par l'impôt des Camerounais? Comment comprendre la non-application stricte de cette disposition et surtout l'absence de sanctions de ceux qui, non contents
de ne pas la respecter se verse dans l'injure, la diffamation, la division, l'incitation à la haine ethnique et tribale sans en être inquiété. Au contraire, il bénéficie des promotions, les unes après les autres, qui justifient que ce décret soit revu pour prendre en compte la nécessité pour ces acteurs politiques d'être missionnés aux frais du contribuable, de déserter les bureaux pour animer la campagne électorale et d'utiliser le matériel roulant de l'État à cet effet. Rappelons-nous du braquage à ciel ouvert des fonctionnaires de la République lors de la préparation de la campagne présidentielle 2018. Il était dit, et c'était dans les administrations publiques, que chaque responsable de l'administration était tenu de débourser entre 5 000 et 2 millions de francs CFA pour contribuer au financement de la campagne du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans ce qu'ils avaient appelé tableau indicatif des taux de contribution financière en vue du financement de la campagne de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans ce document, les fonctionnaires de la République et les militants du RDPC ont été appelés à mettre la main à la pâte. La plus grande contribution venait des fonctionnaires, ministres et personnalités de même rang, directeurs généraux et personnalités de même rang, qui devaient débourser 2 millions de francs CFA. Les secrétaires d'État et personnalités de même rang, les opérateurs économiques spéciaux, les directeurs généraux adjoints et personnalités de même rang, les sénateurs membres du bureau contribueront à hauteur de 1,5 million de francs, 1 million 500 000 francs CFA. Les secrétaires généraux et personnalités de même rang, les députés, sénateurs, députés et maires, logés au 9e, 10e et 11e rang, 500 000 francs CFA, les directeurs de l'administration et assimilés, 300 000 francs CFA, les anciens parlementaires et anciens maires, 250 et 200 000 francs. Les sous-directeurs, les cadres de sociétés publiques, les opérateurs économiques et commerçants devaient se retrouver à verser 5 000 francs CFA. C'était obligatoire. Les fonctionnaires, n'ayant pas grand-chose, donnaient 2 000 francs. Une liste avait été conçue pour cela. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Colère exprimée ce matin par Charles Amembachou, mesdames, messieurs. C'est assez fort quand même. On va tenter ensemble de comprendre cette pratique courante au Cameroun et on en profite pour saluer tous ces fonctionnaires qui nous regardent de leur bureau aujourd'hui. Et on tente véritablement de les regarder les yeux dans les yeux en se demandant comment faites-vous en même temps pour être fonctionnaire, conscient qu'il y a des textes qui vous interdisent de pouvoir exprimer vos opinions politiques ou encore philosophiques aujourd'hui, mais surtout, même religieuses, mais surtout de faire corps avec un parti, bien sûr celui qui gère le pays aujourd'hui. On sait que c'est un droit peut-être, mais en réalité, est-ce que ce n'est pas le lieu de dire ici, Mbombo Bengan, que les textes en réalité, c'est-à-dire les textes sont faits pour être violés et c'est la preuve flagrante aujourd'hui que tout ce qui a été mis en place est littéralement violé par le parti, par les fonctionnaires. Finalement, qu'est-ce qui est respecté au Cameroun dans ce cas-là? Bon. Mais non, on respecte l'héritage que nous avons eu de la France. Vous vous souvenez de Jérôme Cahuzac en France. Mais ce qu'on ne sait pas de Jérôme Cahuzac dans ses micmacs avec son épouse, c'est quoi? C'est que les Français d'origine, lorsqu'une loi est votée, ils s'asseyent pour voir comment on peut contourner la loi et réfléchir. Voilà ce qu'on nous a transmis. Voilà ce qui est dans l'esprit du fonctionnement du fonctionnaire camerounais. Un banditisme intellectuel. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je vous dis, comment vous voyez, parce que quand on va commencer à dire, on va vous dire, mais oui, vous voyez seulement la France, vous voyez les étrangers. Lorsqu'on vous a transmis un héritage, vous allez l'implémenter chez vous. Et c'était ça le travail que faisaient les coopérants français jusqu'en 1990. Rappelez-vous d'ailleurs que je pense en 91, le président Paul Biya avait nommé un Français comme directeur du Trésor. Mais bon. Donc, les coopérants, c'était ça. C'est que les Français, ils détournent pour mettre dans des comptes, paradis fiscaux et tout. C'est eux qui nous ont appris ça.
Et justement, ça se gâte véritablement le 1er septembre 1966. Lorsque les Maï Mamati, Bébé Yidi, docteur Bébé Yidi avait le Parti des travailleurs camerounais. Il avait d'ailleurs trouvé la mort de manière mystérieuse. Un jour, comme ça, dans son cabinet à Akwa, il reçoit un patient vers 18h. Après, il décide finalement, on l'a trouvé mort. Bon, je dis pas, il a même été emprisonné. Donc, Ahidjo impose le parti unifié. C'est comme ça qu'il avait dit. Pour la construction de l'unité nationale. Donc, le parti unifié. Oui, pour l'unique parti. C'est-à-dire que l'ensemble des partis qui devaient. On a dit tous les autres partis n'existaient plus, oui. Et tout, y compris même dans la zone anglophone. Il fallait donc constituer un parti qu'on appelle unique, mais que lui disait unifié, précisément parce que la convention je pense l'article 3 de la Constitution, y compris jusqu'en 72, lorsqu'il parvient à asseoir sa politique, et qu'on dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Ça a même d'ailleurs amené Abel Eyinga à se présenter candidat à l'élection présidentielle de 1970. Il a été condamné à mort par contumace, c'est-à-dire pour avoir voulu monter un coup d'État, on a dit atteinte à la sécurité de l'État, parce qu'il s'est porté candidat à l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs également à cette période que Georges Ndinka a porté plainte contre l'État du Cameroun, et c'était la première personne à utiliser le mot ambazonie. Il a gagné ce procès pour dire comment la réunification n'était pas bien faite et tout, comme il y avait un problème anglophone. Alors, donc il y a une violation de texte qui a été pensée bien avant. Absolument, mais l'esprit c'était quoi? Quand vous votez une loi, comment contourner la loi? Puisqu'on parle du RDPC, le RDPC a donc matérialisé ça quand il n'est à Bamenda à travers l'article 184 de son règlement intérieur, qui faisait de tous ceux qui ont rang de chef service d'administration publique astreinte à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Mais un peu avant, tous les jeunes, lorsque vous atteignez à partir de cours élémentaire deuxième année, vos parents avaient l'obligation de vous acheter la carte de la jeunesse de l'Union nationale camerounaise. Ça coûtait, je pense, 250 francs. On vous l'achète, que vous le vouliez ou non, vous soyez militant ou non. On commence donc à vous préparer ça pour être proche du grand camarade. Donc le RDPC est donc venu matérialiser. C'est pour ça que l'administration publique est restée dans cet état, au point où, jusqu'à aujourd'hui, toute l'administration publique camerounaise est là. Et maintenant, les hommes d'affaires arrivent comment? La traduction a été, j'allais dire, maladroite et brutale à travers l'ancien secrétaire général du comité central, Joseph Charles Dumba. Lorsque John Mwele démissionne, John Mwele, comme vous disiez, donc lui, il était venu en 92 avec l'idée qu'on peut faire la politique autrement. Oui. Il ne s'est pas retrouvé. Même le président Biya, d'abord il était son conseiller aux affaires culturelles. Il s'est même étonné un jour. Il lui dit, mais où êtes-vous depuis? On t'a dit, mais je suis là. Donc il a même un conseiller aux affaires culturelles qui ne consulte pas. C'était la même chose avec Georges Ngango, qui était son conseiller aux affaires économiques. Il dit, bon, Dumba apporte quoi? Il dit, personnalité ressources d'accompagnement. Et tout, et il avait donc trouvé des bons brachets, même Fotso, père son âme, qui en était mort là. Donc le congrès de 90, que lorsque Biya dit préparez-vous à une éventuelle concurrence, en fait, on met le nom de Victor Fotso, il est étonné. Il dit mais attendez, personne ne m'a consulté et tout. Bon, l'argent que j'avais l'habitude de donner, c'était pour. On lui dit monsieur, là maintenant, il était obligé de s'arranger. Donc en réalité, on contraint tout le monde à le faire. Maintenant, si vous êtes donc opérateur économique et que vous voulez soutenir l'opposition à partir d'un moment, on vous fait un redressement fiscal là, vite fait. Alors, les fonctionnaires donc, Mbela Mbappé en a fait également, notamment sur le plan des enseignants. Jean-Marc Bikoko nous regarde, les bancales et tout, avec le syndicat national de l'enseignement secondaire. On les a amenés dans ce que les fonctionnaires appellent position 80. On coupe les salaires. Les Njom Bongé, après avoir fait les affectations disciplinaires, vous avez vu dernièrement, même Amafouda l'a fait.
lorsque Kamta et Yves Basson veulent créer un syndicat, d'abord, je vais dire, ce banditisme-là fait même en sorte que les membres du gouvernement oublient un certain nombre de choses. Mama Fouda dit, mon collègue de l'administration territoriale m'a dit qu'il ne connaît pas ce syndicat dans ses fichiers. J'ai dit, mais oh là là, le syndicat ne s'enregistre pas au ministère de l'administration territoriale. Le greffe du syndicat, c'est au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Même ça, Mama Fouda avait répondu. Mais il envoie Kamta dans une forêt là-bas, dans la Damawa, Yves Basson à Somalomo, où il n'y a même pas de truc. Voilà comment on déployait. C'est ça, c'est pour la suite, pour vous montrer que Ernest Wandje subissait la même chose. Enseignant de son état, il avait 4 affectations par an. Et on l'affecte à Molundu, on le ramène à Mouanko, après on l'affecte à Debel, on le renvoie encore à Dimako. Donc vous voyez, en un an, donc le gars, il est là. Oui, c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Donc on se sert justement des appareils de l'État pour avoir une pression sur les agents justement de l'État aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on a laissé ça au niveau des gouverneurs. Parce que le congrès de RDPC de décembre 1996 a changé, a modifié ses statuts, mais a adopté un statut, article 20 nouveau. On dit, les gouverneurs des régions qui sont militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont délégués au congrès. Bon, vous voyez, donc, on ne parle plus des autres. Donc, on sait que le gouverneur lui coiffe. Mais à bien regarder tous les congrès de RDPC qui se sont passés 2011, vous verrez que tous les gouverneurs y sont. Donc, ils sont allés. Et se sont même inscrits dans les commissions. C'est comme ça qu'il faut voir dans ces micmacs. Mais ils ont eu le truc. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'il y en a un, c'est lui qui gère le cacao au Gabon aujourd'hui. Il faut citer parce qu'il avait une cité publique. Il s'appelle Hopsona Ebaï. Oui. Quand ils font des margouilles avec l'Office national de commercialisation des produits de base, on le nomme à l'Office de cacao et de café. Quand on vient donc lui rappeler ses cotisations, on dit que monsieur Hobson, il dit mais non, je n'ai jamais milité. Ça crée un incident. Il dit je ne paie pas, je n'ai jamais été militant de RPC. La preuve, on la lève. Il s'est retrouvé là en train de... Alors, je ne sais pas, les millions de Camerounais qui nous regardent ce matin, lorsqu'on entend de pareilles explications avec Bobo Mbengue, est-ce qu'on a encore l'envie de se dire qu'on est au Cameroun et qu'on devrait y vivre en tant que Camerounais? Est-ce qu'on n'a pas justement le droit de se dire, finalement, on a été dans l'entourloupe, on a été englué dans une histoire qui nous empêche de réfléchir autrement. On a eu également des Camerounais qui, à la veille des élections présidentielles de 2018, beaucoup plus pour nos frères et sœurs de l'administration publique qu'on a vu sur les réseaux sociaux, défendre d'une manière outrancière le régime en place avec des insultes, mais surtout en sortant des propos, on va dire, on cherche peut-être le mot, le bon qualificatif. Finalement, le rôle, c'est de défendre justement le parti au pouvoir ou c'est de travailler pour le Cameroun. Madame, Monsieur, parlons-en dans la deuxième partie. Madame, Monsieur, bon retour à vous, bon retour encore à chacun d'entre vous. Merci vraiment de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision avec cette question qui interpelle plein de Camerounais aujourd'hui, d'ailleurs exprimée fortement dans la colère de Charlemagne Bathiou, qui voudrait que l'on sache pourquoi les fonctionnaires camerounais, pour la plupart, pour ne pas dire tous en même temps, sont aujourd'hui des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quelle est bien sûr cette stratégie qui vise à inféoder en même temps le parti ou encore la fonction publique? Et les textes l'éprouvent à suffisance aujourd'hui. Les attitudes, on s'en souvient encore de ces sous-préfets qui, à la veille des élections législatives du 9 février dernier, lors d'une tournée ici exactement à Douala, je citais Charlemagne Bathiou, là on dort pas si nous sommes à Douala, 3e, c'est ça? Douala 3. Effectivement, ce sous-préfet qui, pendant sa prise justement de fonction, a pris sur lui de faire cette tournée en demandant aux Camerounais et aux Camerounaises qui rencontraient à chaque point d'aller voter le parti au pouvoir. Était-ce son rôle? Finalement, est-ce que ça ne montre pas véritablement l'attitude qu'ils ont aujourd'hui en tant que fonctionnaires de l'État du Cameroun? Des sujets qui nous interpellent, des avis quand même, Dominique Audrey, sur cette question. Comment vous l'appréciez vous aussi?
Ce sont les réalités, malheureusement. On est obligé d'accepter, on est obligé de se faire à l'idée que qui dit fonctionnaire aujourd'hui dit militant du RDPC, et qui dit militant du RDPC dit le Tanganor, je crois, si je me trompe, Tanganor. Ouais. Tanganor, oui. Le nom de Tamassi. Un fonctionnaire, dans les normes, un fonctionnaire est libre d'avoir des opinions. Que ce soit politique, que ce soit religieuse, c'est sa liberté. Maintenant, ça c'est en tant que personne. On ne se sert justement pas du service public comme lieu de propagande de ses aspirations politiques, religieuses et tout ce que vous voulez. Vous avez parlé de ce gouverneur qui demandait aux gens d'aller voter pour le parti au pouvoir. Ça veut simplement dire quoi? Il procède par une sorte de chantage. Si vous voulez un service public pour lequel, en principe, il est payé, il ne le fera pas tant que vous n'êtes pas militant. Rappelez-vous de comment ça s'est passé même pour déposer les dossiers. Il y a eu des recriminations lors des dernières élections voilà. législatives. Il y a eu énormément de problèmes. On faisait une sorte de chantage à ces gens-là. Malheureusement, on a, ou bien heureusement, des fonctionnaires aujourd'hui. La plupart sont incarcérés, nos fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'on leur demande des cotisations. Monsieur Mbachou l'a mentionné, l'année 2018, on a eu ce document qui faisait une classification 32 exactement, qui répartissait le combien chacun devait donner selon sa catégorie. Ça a été évoqué par Chalamel à l'instant. Voilà. Et malheureusement, on a des fonctionnaires qui n'ont rien, qui n'ont pas de salaire conséquent. Et ils sont obligés de payer pour pouvoir garder même si vous ne payez pas, pendant les mobilisations, pour vous donner des pagnes, et avec ces pagnes, effectivement, vous devez faire montre et bonne figure de ce que vous accompagnez le parti. Oui, c'est clair. Mais j'étais en train de vouloir dire que... merci d'ajouter. De dire que ceux qui n'ont même pas de salaire conséquent sont obligés d'aller prendre l'argent dans les caisses pour pouvoir justifier leur poste. Pas pour pouvoir... je ne suis pas en train d'expliquer le pourquoi des vols et détournements et autres, mais ils sont dans une certaine mesure... Voilà. Dans une certaine mesure, ils ont accès à l'argent. Si je veux garder ma place, je dois pouvoir prendre un peu. Et pour prendre un peu, je fais comment? Je crée des séminaires, on crée des ateliers, on crée des micro-projets, bon, des projets, on construit des trucs, on invente des choses et on prend de l'argent et on justifie sa présence auprès du parti. À côté de ça, on a... Non, mais vous militez, on va jamais vous inquiéter. Quand vous militez, même vos vous volez, vous apportez au parti, on va jamais vous inquiéter en même temps parce que vous êtes un frère. Oui, voilà. Vous êtes un frère. Vous êtes dans la confrérie, si vous voulez. Voilà. Vous êtes avec eux et vous ne souffrez de rien. Mais combien de fonctionnaires aujourd'hui ne sont pas là-bas? On en compte peu, je n'en connais même pas. Qu'est-ce qu'on fait même de ceux qui ont volé cet argent après? Lorsqu'on se rend compte, parce qu'il y a une kyrielle de personnes qui sont incarcérées, et dit-on, elles ont volé. Pour la plupart, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Rien du tout. Lorsqu'on a un fonctionnaire qui a un mauvais comportement, qui se comporte mal, qui tue par exemple une jeune femme comme celle qu'on a vue il y a quelque temps, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous parlez du sous-préfet, du Lokonje? Entre autres. Ouais. Et ça nous amène même à nous poser la question par rapport à nos écoles administratives. Quels sont les mécanismes d'entrée dans ces écoles-là? Parce que hier encore, on parlait de l'entrée à l'ENAM. Qu'est-ce qui justifie la présence de ces personnes qu'on a suscitées? On a eu en 2019 une personne qui a été entrée simplement parce qu'il était l'homonyme. Vous imaginez quel genre de fonctionnaire il sera? Il est aujourd'hui, ou bien vous imaginez quel genre de service il pourra rendre, vous imaginez le genre de militant qu'il est. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mérite. On est du RDPC, on est dans un ministère, et puisqu'on est là, on peut ramener qui on veut. Tant que la personne va être militant, tant que la personne va chanter à Yopayop, va nous distribuer les beignets sucre quand on en aura besoin devant une ambassade. Je pourrais vous rassurer qu'il y en a qui nous regardent en disant « dis ta part là-bas ». Oui, je dis. Karine Santi, à votre avis justement sur cette colère exprimée ce matin? L'embastillement des fonctionnaires, tel que Momori a expliqué, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis le parti unique avec l'UNC. Et lorsque vous écoutez bien, vous comprendrez que les fonctionnaires étaient obligés de payer les cotisations de l'UNC. Au cas contraire, on vous débitait même cela directement dans votre salaire avant de faire le virement. Vous comprenez que finalement, que vous soyez... C'était même
de manière involontaire que vous cotisiez. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de membre pour cotiser pour le parti, pour le bon fonctionnement du parti. Et les cotisations étaient automatiquement coupées dans les salaires des fonctionnaires. Maintenant, ces cotisations-là servaient parfois à faire des campagnes sur le terrain, à faire vivre parce que le parti a besoin d'argent quotidiennement. Voilà. C'est même à juste titre, je ne coupe pas que certains opposants disent que ce qu'on appelle maison de parti, tout le monde devra en bénéficier. En réalité. Parce que c'était des maisons du parti unique. Et ça doit même être des maisons du peuple. Voilà. Aujourd'hui, les noms devraient changer. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les administrateurs vont en campagne avec les véhicules administratifs. Parce que depuis la nuit des temps, on leur a montré que vous êtes des administrateurs, mais vous êtes d'abord du parti. Du coup, vous devez servir d'abord le parti avant de servir l'administration. Plusieurs qui se sont opposés à ce système de fonctionnement-là et qui réclamaient pourquoi est-ce que vous coupez mon salaire, pourquoi je ne fais pas ci et tout. Parfois, ils ont eu des affectations disciplinaires, comme on l'a expliqué tout à l'heure. La plupart aussi ont eu des statu quo dans leurs fonctions, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, vous avez le même poste jusqu'à ce que vous arriviez en retraite. Je ne vous coupe pas. Il y en a un, il a été ministre, je ne sais pas, je vis, Anon Adebime. Oui. Il a été le tout-puissant président de la section de Grand BAM, quand le BAM n'était pas encore divisé. Cher ami, c'est un enseignant de lycée. Il a enseigné les enfants qui sont devenus proviseurs, l'ont commandé. Voilà. Lorsque vous arrivez à un moment où vous ne respectez pas les clauses du parti, est-ce que vous vous rappelez que Christian Pendayekoka a démissionné de son poste de conseiller à la présidente de la République justement parce qu'il a refusé de signer la pétition des ressortissants de la région du littoral pour soutenir la candidature du président Paul Biya. Voilà. Donc juste pour ça, on vous torpille, on commence à vous bloquer. Parfois on peut geler, on peut bloquer votre salaire, il ne passera plus. Et à un moment donné, vous serez soit obligé d'abandonner, soit vous contribuez au parti. Et c'est un peu plus expressif lorsque vous voyez comment est-ce que les enseignants PhD qui ont été recrutés récemment ont fait pour célébrer leur recrutement. Ils ont marché dans les rues avec l'effigie du président de la République pour le remercier. Alors que quand ils se battaient, c'était les populations, les citoyens qui étaient en train de réclamer que donnez-leur leur matricule, donnez ci, donnez ça. Mais après, pour remercier, on a remercié qui? Le président de la République. Et vous voyez que les directeurs généraux des entreprises publiques, quand vous voyez qu'une entreprise publique a failli, vous avez quand même l'impression qu'au sein du parti, la personne fait l'unanimité. Au sein du parti fait l'unanimité, même si l'entreprise est faillie, ce n'est pas un problème. Maintenant, il faudra un moment donné où il y aura une petite dissidence. Et là, maintenant, il sera frappé. Donc, c'est tout un système qui est bien monté. Je peux prendre un exemple à l'université de Douala. Il y a plusieurs doctorants qui, lorsqu'ils sont partis à l'étranger pour continuer leur doctorat, justement parce qu'ils se plaignaient que c'était un peu trop bloqué ici, ils sont allés à l'étranger, ils ont fait peut-être 2 ans, ils ont soutenu. Quand ils sont revenus ici, ils ont eu du mal à être intégrés à l'université de Douala. Ils ont eu du mal. La plupart sont sur les plateaux de télévision pour défendre le RDPC aujourd'hui. Parce que finalement, leurs camarades leur ont dit que voilà le chemin à suivre pour s'en sortir. Au cas contraire, tu vas continuer. Est-ce que pour s'en sortir au Cameroun désormais, il faut être militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Est-ce que lorsqu'on voudrait avoir une place à la fonction publique, faudrait-il être militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Mais non, si on veut avoir des avantages de la République, en tant que fils du Cameroun ou fille du Cameroun, devrait-on réellement être militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par obligation? Charles Bachou. Monsieur Michel Ngachou, permettez-moi une digression avant de venir à répondre à votre question. Je vais vous prendre un cas. L'actuel, nous passons le temps à pilonner, Mbambok et moi, nous tous d'ailleurs sur ce plateau, la qualité de la privatisation des entreprises dans ce pays. Est-ce que vous savez que c'est l'actuel maire de la ville qui était le président de la commission technique de privatisation des entreprises? Vous parlez de l'actuel maire de la ville de Douala? De la ville de Douala, Ambassadine. Oui. C'était lui le président de la commission. Alors, vous voyez qu'il y a des choses qui sont passées. Allez interpréter, maintenant vous allez vous rendre compte. Je vous prends juste ce cas pour être à la suite de ce qu'a dit Karine. Allez voir. Tout à fait. Il était avec un certain nommé Bachirou Bassou.
C'est lui le président de la commission technique de privatisation. Aujourd'hui, on pilote. Allez voir, aujourd'hui, on lui a confié la ville. C'est bien, dans tous les cas. Il faut le remercier pour ses bonnes actions. Si la privatisation réussit, c'est bien. Monsieur Michel Ngatiou, être fonctionnaire et adhérer, ça protège. Ça protège de la prison. Tant que vous ne l'éloignez pas le pouvoir du Manitou, ça vous éloigne de la prison. Monsieur Michel Ngatiou, ça vous protège du vol. Vous pouvez voler. Ça vous aide à devenir riche. Ça vous inclut dans le club du clientélisme, népotisme, favoritisme, corruption, le cooptage, le bourrage et le vol des urnes. Ça vous protège, monsieur Michel Ngatiou. Vous pouvez voler 35 urnes, on ne vous fera rien. Vous pouvez venir sur des plateaux, insulter des personnes, insulter même une ethnie, ça ne vous fera rien, monsieur Michel Ngatiou. Ça, monsieur Michel, ça aide à la manipulation des forces de maintien de l'ordre. Vous voyez un citoyen qui prend le téléphone, il appelle et dit: j'ai 3 voisins là qui sont du MSC, venez les arrêter. Je suis fonctionnaire de la République. Ça aide, monsieur Michel Ngatiou. Ou n'importe quel kidnappe, parce que fonctionnaire, il peut se le permettre en disant: j'ai ma carte du parti, le commissaire a sa carte du parti, l'officier a sa carte du parti, le gardien de la part a sa carte du parti. Ça aide. On se parle en camarade, monsieur Michel Ngatiou. Ça crée une classe de fidèles. Et c'est là où je vais chuter. Être fonctionnaire, ça crée une classe de fidèles et une classe de convertis et la dernière classe des ennemis. Vous allez vous rendre compte qu'après la présidentielle, toutes les personnes, excusez-moi, je vais le dire de manière crue, qui n'appartenaient pas au parti d'État dans le ministère étaient taxés de MRCistes. Malheur à vous si vous venez de la région. Malheur à vous si vous venez de la région, de là vous étiez taxés de MRCistes. Ou certains ministres, je le dis ici, se refusaient de recevoir en disant que vous êtes dans l'autre camp. Même les dossiers les plus élémentaires et basiques qui nécessitaient une signature n'étaient pas signés. Je voudrais rapidement faire une petite parenthèse, cher Lamel, pour dire que la période de la campagne présidentielle, il y avait des confrères journalistes d'expression anglaise comme française, des journalistes aujourd'hui, il y en a qui depuis 2018 se regardent en chien de faïence, vous le savez quand même. Yes. Et il y en a qui avant 2018, je parle d'une des journalistes camerounais, on va pas citer le nom ici, qui s'insultaient entre journalistes parce que je suis de tel bord politique et toi tu es de l'autre bord politique. Et qui 2 ans après aujourd'hui ne s'entendent toujours pas alors qu'on appartient à la même corporation. Alors, monsieur Michel Ngatiou, vous me permettez donc de vous aborder la question de l'article 37 nouveau des textes régissant la fonction publique, qui précise: il est interdit à tout fonctionnaire régi par le présent statut d'avoir dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance. A. B. D'exercer à titre personnel une activité privée lucrative, sauf dérogation spéciale par un texte. L'administration devient alors un instrument de patronage ou de clientélisme tel qu'on est en train de le vivre en ce moment. Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. En plus de ceci qu'on vous interdit, on vous interdit d'être militant d'un parti. On vous défend d'avoir des structures. Regardez ce qu'on vit donc maintenant au Cameroun. On ne va que de viol en viol. Combien de marchés non livrés? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Michel Ngatiou, qui m'a été confié par un ancien gagneur de marché, je dis comme ça, gagneur de marché, qu'on a chassé. Et vous savez quand c'est quand on les chasse qui disent la vérité, que le gars vient nous dire que les entreprises, qu'un fan et bon, c'est pour des ministres qui viennent d'une région très éloignée de la région de l'Ouest. On a cru que ce sont eux, alors ce sont eux qui se cachent derrière ces prénoms. Voyez jusqu'où on est en train de jouer avec ce pays. Voyez jusqu'où la méchanceté est en train de nous entraîner. Vous avez des fonctionnaires, ils ne peuvent pas vous rendre un service pour signer certains documents. Est-ce que vous savez que lorsque vous arrivez parfois avec vos dossiers dans certaines sous-préfectures, ici à Douala, monsieur Michel Ngatiou, quand vous déposez le papier de chez vous, les MSI, on ne signe pas. On vous demande de partir, monsieur Michel Ngatiou. À quel niveau sommes-nous en train d'arriver dans ce pays, monsieur Michel? Je vous l'ai très bien dit tout à l'heure, Charlamagne Bachou, le sujet est tellement sensible et c'est même énervant à la limite. Il faudrait que le fonctionnaire reprenne sa place de fonctionnaire. Il est l'employé du peuple. C'est nos impôts qui le payent. Va-t-il donc reprendre cette position?
l'élection. Mais Parce il que gagne pour la- combien? Mais il fait donc Il quoi? gagne combien? Mais qu'est-ce qui Les se passe? fonctionnaires sont les plus malheureux dans ce pays. Ils gagnent combien? Oui, Quel Charles. est l'intérêt qu'ils ont à aller suivre un parti? Ils gagnent combien, monsieur Michel? Ils ne gagnent rien, ils vous diront... Vous savez si qu'il y a on des fonctionnaires enlève- qui gagnent 41 000 francs. Je suis d'accord, je suis d'accord, Et Charles. peut-être moins de 41 000 francs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que les fonctionnaires se réveillent aujourd'hui? On pourra vous dire justement que c'est un appel autant pour moi à l'insurrection, à la revendication, au boycott. C'est pas l'insurrection que de demander de s'éloigner du parti et de respecter les textes de la République. Nous ne faisons que parcourir les textes de la République. Nous ne sommes pas dehors des textes de la République. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure, justement, de ces confrères qui sont dans les chaînes publiques, hein, si vous voulez, employés par la chaîne publique nationale, et qui, pendant les élections, alors que nous étions simplement dans des débats, nous étions taxés, nous, journalistes, qui n'y sommes pas de mauvais journalistes parce que nous ne faisons pas notre travail, nous devons plutôt soutenir X et nous ne devons jamais lorgner le pouvoir parce que c'est problématique. L'origine de ce que vous dites, la date de 1971, qu'est-ce qui explique la ça, création de l'école supérieure de journalisme de Yaoundé. Ce que Hervé Bourges est venu faire, on appelait ça le journalisme de développement. C'est-à-dire, dans votre développement, même si vous faites un compte rendu d'un accident, vous devez dire le gouvernement a bien fait. Donc vous devez terminer ça par des formules de ce genre. Comme l'a si bien dit le gouvernement, il était temps que le chef de l'État a vu juste. Donc voilà, en réalité, on veut les encarter là-dedans. Même là, même au sein des journalistes du service public, les anglophones avaient commencé à lever le long en disant non à travers certaines autres émissions. Donc, c'est ce qu'on appelle le journalisme de développement. Mais ça veut dire que c'est dévoyé, là, bon, parce qu'on sait que le journalisme pour le développement, c'est autre chose. Non. Chacun met un contenu à son concept. Mais je vous dis comment se manifeste le journalisme de développement. Ça s'intéresse à l'information sur les projets. Donc, vous entendrez par exemple que Ketia Cortez qui est venu repérer les trucs à Yaoundé 6, voilà. Le ministre a très bien vu, a si bien compris des trucs. Malgré comme l'avait prescrit le chef de l'État. Comme l'avait prescrit. Oui, voilà, on dit donc la politique des grandes opportunités qui fait que voilà un peu comment c'est. Madame, Monsieur, merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous trouvez à rester à nos côtés avec 10-12 le Zénith. Nous vous prions en même temps de prendre le risque de... On vous écoutera. C'est très fort quand même parce que on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre où? Est-ce qu'on va partir finalement? Mais à un moment donné, vous vous demandez, mais quel est l'héritage que nous, Camerounais, allons laisser à nos enfants? Est-ce que nos enfants de demain ne vont pas nous juger en disant, mais papa, tu étais pour quelque chose en même temps dedans? Ça dépendra de quel enfant va juger. Non. Parce qu'il y a des enfants qui ne jugent pas. Papa, tu étais pour quelque chose parce que si nous soufflons aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, tu es... Je veux prendre un exemple. Moi, j'ai une cadette qui a la chance d'être courtisée par un Congolais qui vient au Cameroun, qui nous dit, ben, écoutez, il vient à la maison. Monsieur Ngacho, vous êtes le successeur, vous êtes dit, ah ben dis donc, c'est bien. Il me dit, ben, je viens du Congo, voilà. Mais dans ce qu'il me dit, il me dit, on nous taxe de fils de collabo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, mon papa travaillait avec Mobutu. Et nous sommes très mal perçus aujourd'hui au Congo. Est-ce que le document qui circule aujourd'hui sur la toile, parlant du pacte de conservation du pouvoir, ne montre pas véritablement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Même si le professeur Jacques Femendongo a pris le risque justement de dire que ça n'appartenait pas au RDPC, est-ce que ce n'est pas la preuve palpable? Il peut faire un livre avec ça. Je vous dis, allez lire le document. Le document est tellement réel. Je l'ai lu, je l'ai parcouru. C'est tellement réel. Dans ma peau, article après article. Quand vous scrutez la société partant de 2010 à aujourd'hui, c'est dans le secteur exactement ce pacte de conservation du pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire aux Camerounais, allez bien sûr, vous aussi chercher ce document qui soi-disant est un fait, l'imprimer et le garder parce que c'est des éléments d'archives. Merci beaucoup Karine. Les messages. Ils doivent avoir des bibliothèques. Ils doivent lire. Les bibliothèques? Oui, les Camerounais doivent lire. Oui. Ils doivent lire. Oui. Parce que si on ne lit pas, on ne saura pas. C'est bien. Merci beaucoup. Allez, il ne suffit pas de faire des posts. Merci Karine. Les écoles administratives sont au service des intérêts néocoloniaux, à savoir détruire le peuple camerounais pour mieux permettre le pillage de nos ressources. Marie-Christine Matip.
Un autre message. Tous les opérateurs économiques doivent être des militants et sympathisants du RDPC pour ne pas avoir à payer des impôts faramineux. C'est ça le programme politique du RDPC. On a vu à Ezeka avec les factures d'eau et de lumière. Il a fallu que le PCN prenne pour se rendre compte que le RDPC à l'époque ne payait pas de facture d'électricité. Voilà. À la mairie des ECA. Voilà. Code général du RDPC, toujours remercier le président Paul Biya, même si on vole. Toujours dire sous très haute instruction du très haut. 3. Continuer à rappeler sa magnanimité. Alex Aimé Poufon. Réussir à clochardiser tout un peuple en 40 ans. Ça, il faut être Paul Biya et le RDPC pour le faire. La politique de la mangeoire au service du sérail, un vrai scandale et vision à court terme. Quand la mainmise sera totale sur le Cameroun ne sera plus qu'un pays sans âme. Un autre message, c'est vous qui appelez ça argent facile. Pour moi, avec ça, le chemin est très long pour avoir de l'argent. Donc, à chacun sa facilité. Ça, c'est par rapport au marketing du réseau que j'ai soulevé tout à l'heure. Allez-y, et ne vous plaignez pas après. C'est vous qu'on voit avec les chaussures qui ont à l'angle 90 là, sur le sol parce que vous attendez, le chemin est long. D'accord, nous vous écoutons. Au Cameroun, pour réussir, il faut être obligé d'adhérer au RDPC. C'est depuis la nuit des temps. Toché Ernest. Un autre message. Oui, mais ça justifie pas mal ça justifie justement le travail que beaucoup d'intervenants font sur les plateaux de télévision aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que beaucoup qui arrivent sur les plateaux qu'on ne connaissait pas hier estiment justement qu'après ceci, on va leur offrir un poste qui va mais occuper. Plusieurs sont passés par là et ont eu des postes. Le ministre délégué. Il y a même ceux qui sont des maires aujourd'hui, des adjoints à la mairie, parce que vous avez travaillé, il faut te remercier. Non, c'est la porte d'entrée. Maintenant, à l'intérieur, il faut savoir s'accrocher à un bon réseau. Par exemple, Messanga Nyamding, il s'est accroché à un mauvais réseau. Il y a un mauvais réseau. Donc, non. Il y a combien de réseaux là-bas? Non, il y a plusieurs. Non, il y en a. Bon, Ateba Yene, paix à son âme, il nous avait dit. Il avait été élu secrétaire national à la communication du bureau de l'OJRDPC. Il n'a jamais été dans le bon réseau. Tout comme le premier vice-président de l'OJ à l'époque, Ngedjolngan Moïse. Il l'appelle là, on ne le place plus, il n'était pas dans le bon réseau. Dire que même M. Bibert aujourd'hui qui est remonté par n'a pas été dans le bon réseau. Donc c'est une question de réseau finalement. La preuve, on avait d'ailleurs fermé ses entreprises parce que là-bas, en fait, pourquoi on ferme son entreprise? Parce qu'il veut réfléchir, veut devenir opérateur économique. Son grand frère, Onobiono, a subi les mêmes trucs. Pourquoi le gouvernement, l'État du Cameroun ne soutient pas un opérateur économique face à la guerre qu'il avait avec les Allemands? Il l'a subi. Et finalement, c'est tabac et tout. Beaucoup d'entreprises ont coulé. Très grave. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas également parler de renaissance du Cameroun aujourd'hui, véritablement dans les profondeurs? Oui. Ça, c'est qu'elle a d'abord ne parvient pas. Une naissance, la vraie naissance du Cameroun. Le combattant on parlait de refondation. Refondation du Cameroun. Juste qu'on peut tuer étant encore en gestation. Mais parce que ce qu'on dit, ça peut faire rire, mais c'est quand même assez grave. Refondons, comme dit le combattant Bouamassok. Nous sommes tous les héritiers de Oumniobe, de Wandje et de Mounié. Donc, comment refonder le pays? Karine. Encore les messages. Alors, le Cameroun est sucré jusqu'à de la chasser de la maison, mettre cette femme à la porte. Évoluons aussi. Le machisme est condamnable aussi. Albert Godieu. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. Cette histoire n'a pas lieu d'être citée ce jour, car ce monsieur est déséquilibré ou il a un problème mental. Pour que cette femme ne paye pas l'école et je te renvoie chez tes parents, comme ça, elle fera bien le marketing de réseau chez ses parents. Qui est malade mental? On ne comprend pas. Dans un pays normal, l'État, via le gouvernement, devrait empêcher la fémania des marketing de réseau dans le seul souci de protéger ses citoyens. On a vu la FEMIDA aujourd'hui. Il a dit dans un état normal. Oui. Pour dire qu'on a vu la FEMIDA, on a vu comment la FEMIDA s'est solutionnée. Même l'argent qui avait été récupéré par l'État du Cameroun, d'ailleurs, on le dit ici, on n'a rien reversé à qui que ce soit. Les Camerounais se plaignent encore que l'État a récupéré ces 9 milliards de francs CFA. On ne sait pas quelle orientation cet agent a pris. Autre chose, les Camerounais qui étaient arrêtés, c'est-à-dire qui étaient inculpés comme ayant servi de...
Aujourd'hui, d'aucuns disent qu'on ne les voit plus. On ne sait même pas. Monsieur D'accord. Ngachou, en 1994, Simon Achide Achou, Premier ministre, a reçu Donatien Kouagny, Feman, parce qu'il avait acheté un avion. Et à partir de ce moment, quand vous vous appelez, vous demandez aux Camerounais quel métier vous aimeriez exercer, il dit je vais être Feman. Bon, quand c'est le chef du gouvernement qui vous dit que c'est la Femania qui est bon, vous faites comment? Même mon épouse ici au Congo a failli être arnaquée par ces voleurs. Et puisque les femmes sont toujours sensibles à de l'argent facile, voilà pourquoi c'est facile de tromper nos épouses. Dans les médias, ce n'est pas seulement les femmes, hein. Vraiment. Les femmes d'abord. C'est- Même les églises, là, c'est elles qui nous amènent là-dedans. Maintenant, les hommes tombent Mais c'est là, vous que qui les nous femmes- avez amenés là-dedans. Il y a les hommes mougous qui suivent les femmes comme eux. C'est une mauvaise femme. Elle ne se soucie même pas de l'avenir de ses propres enfants. Douglas Kate, cette femme n'est pas digne de confiance. Elle ne peut pas jouer avec autant d'argent sans en parler à son mari. Ma femme a le code PIN de ma carte bancaire et je sais, elle sortira jamais l'argent pour faire des bêtises. Boca Junior qui écrit c'est ce chou. message. C'est bien, mon gars. Félicitations. C'est sur quelle Bible qui connaît ça? La confiance. La Bible de la Voilà un confiance, homme, monsieur hein. Bachou. Un homme qu'on n'en voit Évoluons. Dans un Ça instant, ma arrive Karine quand pose. je suis déjà en colère. La femme est très méchante. Moi, je cherche même celui qui va payer pour ma fille. Je ne vois même pas. Voilà l'autre qui joue avec la pension des enfants. Kam Ganadej. Femme irresponsable. Il doit bien réfléchir avant de continuer avec cette femme. Donc, se méfier d'elle. Ses parents ont quoi à y voir avec la réussite de ses enfants. Donald Ndassi qui écrit. Merci Karine, merci à vous madame, monsieur, merci pour vos nombreux messages. Restez les nôtres. Dans un instant, nous reviendrons sur les sujets qui ont marqué bien évidemment la toile ces dernières 24 heures. Mais avant, allons saluer Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Consti, bonjour. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir pour moi d'être là ce mercredi matin pour parler bien entendu des magasins 1001 tapis. Ces magasins qui vous permettent d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Avant bien sûr d'entrer dans la vente proprement dite, je tiens déjà à remercier tous les partenaires et remercier tous les clients du concept Salaka. Ces clients de plus en plus qui ne cesse de faire confiance à notre magasin. Alors je rappelle que ce matin, il y a encore et toujours les tensiomètres de très très bonne qualité, les tensiomètres d'origine pour ceux qui ont besoin de prendre leur tension, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit dans leur magasin. Alors venez au magasin 1001 tapis et bénéficiez d'un tensiomètre à un prix vraiment dérisoire. Et je rappelle que l'achat d'un tensiomètre du côté du magasin 1001 tapis vous donne droit gratuitement à un fer à vapeur. Oui, dès que vous achetez un tensiomètre, nous vous donnons un fer à vapeur gratuitement. Il n'y a pas que les tensiomètres, il y a également bien entendu les thermoflash qui sont de plus en plus en promotion du côté du magasin 1001 tapis. Un thermoflash de qualité, un thermoflash d'origine, vous l'avez à 35 000. C'est donc l'occasion pour moi d'interpeller les responsables d'établissement, les chefs d'entreprise, les particuliers et même les commandants de brigade à bien vouloir avoir le tensiomètre de qualité supérieure. Et parlant bien sûr de commandant de brigade, je tiens déjà à dire un bonjour particulier à cette brave dame de la gendarmerie camerounaise, le commandant Ara Olive Tabi, du côté bien sûr d'Aqua qui nous écoute ce matin. Merci commandant et bien des choses à vous, le commandant Tabi. Alors nous allons tout de suite ouvrir la vente de ce matin avec bien entendu les tapis de très très bonne qualité. C'est doux, c'est nyanga, c'est d'origine, c'est turc. Vous les avez normalement à 17 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Mais pour le compte de la double réduction, vous avez des tapis à 15 000 francs au lieu de 17 000 du côté du magasin 1001 tapis. Je rappelle que la double réduction continue encore et encore du côté du magasin 1001 tapis. On parle également toujours dans ce magasin des fers à vapeur de qualité, des fers à vapeur d'origine. Au lieu de 7 500 francs, vous les avez à 7 000 du côté du magasin 1001 tapis. Retenez tout simplement que les prix que nous allons afficher à l'écran sont les prix de promotion et sur ces prix, nous allons encore baisser les prix. Par exemple, le fer de 7 500 francs, vous l'avez à 7 000 du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également toujours des robots mixeurs de balles. Ah ben oui, regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est doux. Oh là là, quelle élégance.
Imaginez ce robot mixeur à la cuisine, ça donne l'envie à madame de préparer, ça donne l'envie à monsieur de préparer. Vous l'avez à 11 500 francs au lieu de 12 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock il est très limité. On a besoin de bouillir de l'eau, on a besoin de boire de l'eau chaude, on a besoin de faire le café, on a besoin de faire le tapioca à l'eau chaude. Alors vous avez une bouilloire électrique. Au lieu de 6 500 francs, vous l'avez à 6 000 du côté du magasin 1001 tapis. Et je rappelle qu'au concept Salaka, on ne dépend pas, mais nous remplaçons les articles vendus. Des bouilloires à 6 000. Nous allons tout de suite passer de la bouilloire à un appareil de musique. Alors ceux qui veulent bien danser, ceux qui veulent écouter la radio Equinox, ceux qui veulent se détendre à la maison, un ouf qui a 3 baffles, ça prend la carte mémoire, la clé USB, ça la radio, au lieu de 35 000, vous l'avez à moins de 35 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est un très grand woofer, un woofer avec garantie. Nous donnons 6 mois de garantie pour l'achat de ce woofer à moins de 35 000 du côté du magasin 1001 tapis. Un ordinateur complet, que ce soit pour les établissements, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le bureau, vous l'avez à 40 000 francs au lieu de 45 000. 5 000 francs de réduction sur un ordinateur complet. Ça, le lecteur DVD, 80 Go de disque dur, écran plat 17 pouces, vous l'avez à 40 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Je rappelle que le stock il est très limité. Un ordinateur complet, au lieu de 45 000 francs, le concept Salaka vous le vend à 40 000. Le grand fer à vapeur, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka vend les grands fers à vapeur à moins de 12 000 francs. C'est neuf dans le carton avec garantie. On parle également de plus en plus, bien entendu, toujours au magasin 1001 tapis, d'un grand robot mixeur de balles. Il coûte 24 000. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 50 000 francs. Mais chez nous, vous l'avez à moins de 24 000 francs. Ce grand robot mixeur de balles avec plusieurs avantages. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un laptop Core de Dio. Ça, la webcam. Ça, le Wi-Fi. Lecteur et graveur DVD, 160 Go de disque dur. Vous l'avez bien entendu, chers téléspectateurs, à 75 000 francs au lieu de 80 000. Oui, je dis bien, c'est plutôt 160 Go de disque dur, webcam à 75 000. Les rallonges d'origine, ce ne sont pas les rallonges qui font paf. Ce sont les rallonges de qualité. Vous les avez à 5 500 au lieu de 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Le grand woofer à moins de 35 000 francs. Merci bien entendu. Le grand woofer à moins de 35 000. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les régulateurs de tension numérique, sécurisez vos appareils, sécurisez votre maison. Régulateur de tension à moins de 16 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Un laptop Core i5 à moins de 135 000 francs. La rentrée scolaire est déjà en cours. La rentrée académique c'est des étudiants, c'est bientôt. Vous l'avez à 130 000 francs. Ce laptop Core i5. Le détendeur intelligent IGT. Ça permet de réduire la consommation du gaz. Ça permet d'éviter, bien entendu, les fuites de gaz. Vous l'avez à 11 500 au lieu de 12 000. Regardez cette clé USB. Elle a 32 Go. Elle est neuve. Elle est dotée d'un système de sécurité. Vous l'avez à 9 000 francs au lieu de 9 500 francs. Il ne reste plus que quelques clés à 1001 tapis. On parle également de ce laptop Core de Dio à 75 000. Webcam, Wi-Fi, graveur DVD, 160 Go de disque dur, RAM 2 Go avec garantie. À 75 000 francs, des robots mixeurs 2 balles à 11 500 francs, des ordinateurs complets à 40 000, sans oublier les tensiomètres, les thermoflash à 35 000 francs, les fers à vapeur à 7 000 et bien entendu les bouilloires à 6 000 francs, les ordinateurs complets de qualité supérieure à 40 000 francs. Oh là 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 là. Et c'est Mangolo Malamboy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé par là ce matin avec cette communication sur
l'entreprise 1000 et un tapis ce matin. On va, entre autres, madame, messieurs, quand même vous rappeler qu'en ce moment, la gendarmerie a mis le grappin sur 4 jeunes gens à Douala en possession d'ossements humains lors de leur interrogatoire dans les locaux de la 2e Légion de gendarmerie du littoral. Les présumés trafiquants ont expliqué comment ils ont exhumé plusieurs cadavres à Koutaba dans le département du Noun pour les acheteurs qui les attendaient dans la capitale économique. Donc sur les 7 membres du gang, 4 ont été interpellés. Les fins limiers de la gendarmerie sont bien sûr aux trousses des 3 autres fuyards. On en profite ce matin pour demander à toutes les familles qui nous regardent ce matin, je ne sais où au Cameroun, allez pour ceux qui ont des restes, des parents, des personnes qui sont décédées, qui ont été enterrées dans leur village, allez rapidement faire bien sûr les tombes. C'est très important. Aller refaire les tombes et les sécuriser. Oui, il faut déjà au moins le faire. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les villages aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. On va voler des restes de vos parents, de vos aïeux pour rentrer dans cette pratique qui est inhumaine, hors norme. Les gens ont faim. Ça demande que les gens souffrent. Ça démontre que le niveau de vie, si quelqu'un réussit à descendre, ramasser les restes de ses parents pour aller vendre, ça suppose, M. Michel Ngachou, qu'on a atteint le seuil de la famine. Il faudrait qu'on essaye de relever, il faudrait qu'on s'asseye pour se parler, ça ne va pas. Dans un village où cela est arrivé une fois, M. Michel Ngachou, on a fait asseoir tous les habitants de ce village. Il y a eu des rituels qui ont été faits, c'était le niveau de vie. Vous pensez que les gens vivent? Oui. Le Cameroun, niveau de vie, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des chefs supérieurs? Non, laissez l'affaire des chefs supérieurs, c'est l'État. C'est l'État, c'est le chef de l'État, M. Michel Ngachou. Les gens ne mangent pas à la faim. Les gens ne vivent pas dans ce pays, les gens ne se soignent pas, M. Michel Ngachou. Même si c'est la terre, il y a les gens qui vont vendre la terre. Qu'on s'arrête, le ministre de l'Éducation, de la jeunesse, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs ministères même qui traitent de l'éducation. Son rôle, c'est quoi, M. Michel Ngachou? Calmez-vous, Charlemagne Bachou. Calmez-vous justement. Je ne suis pas en train de légitimer l'acte posé, mais ça démontre qu'il y a mal-être. 10 ans de Bensikine, vous savez ce que vous faites? Allez au pavillon. Allez au pavillon ici à la Quintini. Sur 30 corps qu'on lève, 20 corps sont occasionnés par la moto. Les gens qui marchent avec les béquilles dans cette ville de Douala, c'est la moto, M. Michel Ngachou. Vous parlez de quoi? Merci Charlemagne Bachou. C'est énervant, c'est révoltant de voir des enfants faire ça. Nous ne sommes pas d'accord, mais le niveau de vie, ça ne va pas. On vous laisse pas justement on vous laisse pas justement vous énerver parce qu'en fait sur ce plateau vous êtes non seulement là pour éduquer, pour sensibiliser, pour créer cette reliance sociale, pour enseigner, parce que vous êtes un pédagogue, nous vous disons merci, ne vous énervez pas. Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux, c'est maintenant. Un sujet qui va bien faire parler Mombo Benkan et Charles Amel sur ce plateau. La France veut expulser les étrangers. Les énerver Ne les énervez pas, je vous en prie. La France veut expulser les étrangers polygames de son territoire. Le but est d'éliminer la polygamie en France, qui est contraire aux valeurs de la République. De ce fait, les polygames qui sont déjà confirmés seront dépossédés de leur titre de séjour et ceux qui veulent entrer en France ne seront pas acceptés sur le territoire. Et la loi, on rappelle que la loi Pasqua d'août 93 interdit la délivrance de cartes de résidence de 10 ans pour des étrangers polygames et aujourd'hui on veut interdire la polygamie. Alors les questions qui se posent sont les suivantes. Aujourd'hui qu'on parle de mariage pour tous, c'est pour qui? Pour tous les sexes ou bien pour tous les genres? Maintenant, si c'est pour tous les sexes, ça veut dire qu'un homme et une femme peuvent se marier, un homme et 2 hommes peuvent se marier comme ça se fait en France aujourd'hui, 2 femmes peuvent se marier comme ça se fait en France aujourd'hui. Et il y a maintenant des lois qui sont en train encore d'être discutées sur la question du mariage avec les animaux à l'étranger. Maintenant, les Africains qui sont en France et qui avaient 2 femmes se posent la question de savoir qu'est-ce que je fais. Donc, on vous demande de sortir, on ne vous permettra plus, vous qui avez 2 femmes, d'entrer sur le territoire français. Et vous qui êtes en France, qui avez 2 femmes, c'est compliqué pour vous justement d'y vivre. Alors, il y a quand même de quoi se poser des questions aujourd'hui. Vous savez quand même que sur la planète, il y a un nombre
Et Selon un nombre, une statistique, même si aujourd'hui d'aucuns disent que la statistique n'a pas été prouvée, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. On a vu justement ces combats en Chine où des femmes ont C'est encore une demandé. technique pour encourager l'homosexualité toujours. Non, Oui. on voudrait que toutes les femmes aient au moins un mari. On veut des chiffres. Vous voulez les chiffres? Parce que Vous voulez un homme à l'argument, vous seul, c'est il y a ça? plusieurs femmes, et il faut qu'un homme ait plusieurs femmes, machin. Vous voulez- Sortez-nous des chiffres. Vous voulez un homme à vous seul, c'est ça? Bon, pour le moment, j'en ai pas besoin, mais dites-nous Vous exactement. pensez qu'il ne faudrait pas qu'un homme puisse avoir 2, 3 femmes, 4 femmes, 10 Non, femmes? je c'est suis possible? pas, je suis pas dans ce courant de pensée. Vous ne Et partagez maintenant, pas. il y a des gens en face également là-bas qui estiment que non, ça ne se fait pas, même si. Vous appréciez justement ce que la France est en train de faire? Bien sûr. Et si on va leur reprocher tout ce qu'on veut leur reprocher, ils sont pour le mariage, pour tous et tout, ok, là-bas c'est chez eux. Et pour vous le prouver, vous n'allez pas leur imposer vos façons de faire. Eux, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Maintenant, libre à vous d'accepter et d'implémenter ça chez vous. Et votre polygamie là, pas chez eux. Bon, Bengan, appréciation ce matin. Non, je vous dis toujours que l'Europe n'a pas de préhistoire. Voilà une société sans culture. Ou bien, si vous voulez, l'Occident, sa culture, c'est la guerre. C'est la guerre, à commencer par la Bible. Apparemment, les gens disent que la France est la fille aînée de l'Église catholique. La fille aînée de l'Église catholique, avec ce que cela comporte comme déviance sociale. Je prends seulement les 2 anciens présidents. Celui qu'on appelait Nagui Pal de Bosca, très connu sous le nom de Sarkozy, il est allé voir le pape avec une femme qui n'était pas mariée. C'est ça, les préceptes bibliques. Celui qui lui succède nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican, François Hollande. Qui n'y est plus aujourd'hui. Non, c'est ça les valeurs. Ce sont les leurs. Non, j'ai dit, mais c'est les valeurs universelles, puisque la France vous dit les droits de l'homme. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai, moi je n'ai pas appris à parler français, mais je parle un peu. Quand on dit les droits de l'homme, on préserve les droits de l'homme. On est fille aînée de l'Église catholique. Et on procède à ce genre de situation où, en plus des 2 que j'ai cités, la France vote une loi, on dit à 15 ans, une fille peut avoir des relations sexuelles consentantes. On parle de mariage pour tous, comme l'a rappelé Karine Sontia, c'est-à-dire 2 filles peuvent se marier, 2 garçons peuvent se marier, on peut se marier à son chien, on peut se marier avec son chimpanzé. Et lui léguer son héritage. Et lui léguer son héritage. J'ai bien envie de croire que c'est ce que vous appelez développement. Ou évolution. Non, mais de grâce. Pourquoi on nous l'impose? On dit, ah oui, Mugabe ne veut pas l'homosexualité, c'est nous. On doit ici, voilà, ici au Cameroun, il ne faut pas aider vraiment le couple homosexuel. Mais comment eux, ils ne nous laissent donc pas avec nos lois? Puisque eux, ils ont les leurs. Pour aller là-bas, on doit se conformer. C'est-à-dire que je peux avoir mon chien qui est ma femme. On part. Maintenant, et quand je dis là-bas, eux viennent nous dire que non, c'est ça qui doit être fait ici. Non, mais soyons sérieux. Nous parlons de l'universalisme. Faisons nos choix parce qu'on parle quand même des questions humaines. C'est pour appuyer ce que Père Bongo dit. Il dit qu'eux, ils font leur choix là-bas et qu'on le leur impose ici. Mais quelqu'un peut m'obliger. Qui peut m'obliger à être. Parce que lorsqu'on vous dit vous, Michel, vous qui êtes polygame, vous n'êtes pas la bienvenue sur le sol français parce que la France ne reconnaît pas la polygamie. Vous restez au Cameroun. Voilà, vous restez au Cameroun. Oui. Vous qui êtes monogame en France, les Camerounais devraient nous dire aux Français que si vous voulez entrer au Cameroun, soyez polygame. Pardon? Les Français devraient dire aux Français que pour avoir une bonne assise ici, soyez polygame. C'est votre liberté, c'est chez vous. Quelqu'un peut vous obliger à être homosexuel? Pas du tout. Parce que quand vous dites qu'on vous l'impose, voilà. Donc de la même façon, on ne peut pas vous imposer de faire quelque chose que vous ne voulez pas. On le fait. De la même façon, vous ne pouvez pas aller là-bas chez eux. On ne dit pas non. La France a ses lois, on ne lui dit pas non, non. Madame, si nous ne sommes pas dans l'intellectualisme ici. Personne ne dit que ce sont les Africains qui doivent imposer les lois à la France. Personne ne l'a jamais dit.
Est-ce que je l'ai dit, Pembombo? Mais justement, quand eux ils disent que nous devons adopter des lois homosexuelles, en vertu de quoi ils nous le disent? Vous n'acceptez pas. Non, ce n'est pas ça. En vertu de quoi ils nous le disent? Vous le dites ici tous les jours, vous êtes Non, des non, mais- comptoirs. non, non, Vous êtes dites- des comptoirs. C'est ce qu'on dit ici tous les jours, non? Voilà, c'est pour ça donc que nous Sortons disons. donc de ça. Sortons de ça. Ben, Arrêtons sortez- d'être des comptoirs. Non. Et faisons nos choix Non. qu'on doit assumer Comprenons- jusqu'au bout. comprenons- Faisons nos Dominique. choix voudrait dire que vous sortez des églises. Il faudrait que nous ayons un minimum spirituel qui nous oriente. Quand vous allez dire Ave Maria, tout ça, ou bien de Dieu, c'est que vous êtes en train de faire quoi? Ce n'est pas l'universalisme là. Justement, vous trichez. C'est-à-dire ce sont les tricheurs africains qui nous amènent dans cette situation embarrassante. J'ai dit bien des tricheurs africains. Permettez-moi, Charles Hamel, juste une Mais appréciation. monsieur Michel Ngachou, interdire la polygamie, c'est refuser ses origines. Les premières origines de la polygamie sont religieuses, sont traditionnelles, inhérentes notamment à la zone de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, on retrouve le plus de polygamie. Est-ce que la France a trouvé une méthode subtile de dire aux musulmans on ne vous veut plus sur notre sol? Chasser les musulmans. Ça devient une guerre ouverte avec les musulmans. Que la France dit on ne veut plus les Africains chez nous. Ben écoutez, commencez à les chasser chez vous. C'est clair. C'est On clair. ne vous veut plus. Monsieur Michel Ngachou, quand même il faut dire que aujourd'hui en France, c'est 500 000 personnes qui sont sujettes à la polygamie. 500 000. C'est les chiffres clairs. En 2006, on était à sensiblement 200 000 personnes. En 2006. Nous sommes aujourd'hui à 500 000 personnes qui se sont inscrites dans la logique. Et l'ensemble des émissions que nous faisons ici, Concours, les femmes blanches, elles sont violentées, méprisées, humiliées. Elles voient comment la polygamie sort. Au lieu d'aller dans mariage pour tous, elles vont dans polygamie pour tous. Les Françaises sont en train d'accepter la polygamie. La preuve, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de chefferies au Cameroun, il y a plein toujours de une blanches. Française. Il y a les Françaises Allemand. qui sont mariées à des chefs traditionnels ici et qui vont là-bas dire que oh, la polygamie est comme ça. On a moins de problèmes, moins de blé, moins de gifles, moins de trucs. Chacune connaît son carreau et reste tranquille. Ça fait 4 lois. La première loi, c'était en 1980. La loi, ils ont appelé ça l'arrêté Monchot, qui autorisait que une personne qui va retrouver une femme, une seconde épouse, qui vient retrouver son mari, ça ne pose pas de problème. Il a fallu attendre 1993 avec la loi Pasqua. La loi Pasqua est venue encore renforcer en disant non, on ne le connaît pas, mais les gens qui viennent s'installer ici et qui se remarient avec une deuxième, ils ont encore laissé du temps. Nous avons eu en 97 la loi Debré, le 24 avril 97 la loi Debré, et en mai 1998 la loi Chevènement. Donc ce qu'ils sont en train de préparer, c'est des mesures succinctes qui ne font qu'évoluer. Qu'on dise aux musulmans, est-ce que Donald Trump dit que je ne veux pas que les gars de l'Arabie Saoudite... Est-ce qu'il a tourné, il a dit je ne vous veux pas sur mon territoire? On a appliqué la réciprocité de l'autre côté. Ils sont en train de voir comment lever les mesures, chacun dans son coin. Vous avez aux États-Unis, les Mormons, ils vivent, c'est la communauté la plus épanouie qu'ils soient. Et la les plus Mormons, solidaire. La plus solidaire qu'ils Justement, soient, les les États-Unis. Mormons, monsieur Ouais. Michel Ngachou. Nous avons cette communauté, ils vivent Dans tranquillement. l'État. Aujourd'hui, il faut dire, l'Afrique est sérieusement en train de menacer les mœurs françaises et occidentales. Non, mais est-ce que c'est pas l'inverse? Parce que c'est nous qui sommes Monsieur menacés Michel en Afrique. Ngachou, vous En avez réalité, plein des vous ne pensez Africains. pas? Vous avez plein des Africains camerounais ici qui ont 2 ou 3 femmes en France. Bien sûr. Vous avez les femmes de beaucoup de chefs oui, qui j'en sont connais. installées là-bas. Et lorsque le mari arrive, il se balade en disant que voilà les 2 femmes, voilà les reines, elles vivent là-bas. C'est connu, c'est valorisé. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'en Europe, toutes les différentes Mais quel est cultures donc l'intérêt de la organisent des France? festivals pour démontrer Quel peut être l'intérêt de la France aujourd'hui? C'est vrai comment le mariage pour tous, l'homosexualité, Voilà. la zoophilie. Il faut faire passer la zoophilie, l'homosexualité, de force, de gré. Vous avez des avocats ici qui défendent les homosexuels au Cameroun. Oui. Pourtant, c'est interdit. Est-ce qu'ils se cachent pour le faire? Ils ne se cachent pas pour le faire, M. Michel Ngachou. Sauf que c'est réprimé
Sauf que c'est réprimé. Vous avez tout un journaliste, enfin tout un musicien, journaliste, directeur du chaîne, qui a dit qu'on a voulu lui faire un ensemble de choses jusqu'à citer un ministre de cette République qui n'a pas daigné porter plainte, M. Michel Ngachou, dans ce pays. Ils se connaissent. Non, je n'ai pas envie de dire qu'il se connaît, mais il a dit en Mondovision. Oui. Alors, il n'a pas démenti, il n'est pas allé plus, il n'a pas porté plainte. Donc, regardez jusqu'où on vit dans une nation comme celle-ci. Donc, c'est pour vous dire que ce que la France est en train de vouloir instaurer, c'est de dire aux musulmans et aux Africains, nous cherchons comment vous chasser. Désormais, ils vont marcher avec des puces. On va dire, monsieur, vous avez les yeux d'un polygame, vous devez rentrer, vous retirez le titre de séjour. Merci à vous, merci à Mais chacun ils ne d'entre vous. pourront pas tuer. Je le dis, et je le dis, monsieur Michel Ngachou, Il y a ils ne pourront pas l'expansion de la tuer polygamie. la polygamie. À l'heure actuelle, nous sommes à L'expansion. l'expansion de la polygamie. Et sur la toile, on y travaille, sérieusement. Merci beaucoup, Charles-Amel Ngachou. Merci à vous, madame, Je monsieur. m'engagerai à prendre une française, monsieur Michel Ngachou, Ouais. comme cinquième Cinquième épouse. épouse. Je le dis là aujourd'hui. 5e ou 6e. Cinquième épouse. Une française. Bon, l'émission vraiment tient à sa fin, D'accord. madame, monsieur. Charles-Amel, je vais prendre une française, une espagnole pour l'édition. Moi, je vais voir, c'est un défi et je vais voir comment Non, ils vont voilà, empêcher à leur fille d'aller demander. regarde. Donc, On va vous écrire une désormais, chanson. vous pensez sur le plateau être des polygames avec des françaises. Oui, Nos mariages On selon sent les célébrés à Mondio Vous lancez Vision. l'appel. Constilamine, hein, pour un petit tour. Encore avec les languettes. Vous dites bio, c'est ça? Les languettes médicales et les languettes beaucoup. bio, c'est les languettes naturelles, c'est les languettes qui permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à regarder cette émission, vous êtes nombreux qui aimez le concept Salaka. Alors, retenez tout simplement que nous ne vendons pas n'importe quoi, nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité. Parce qu'avant de vendre un article au concept Salaka, on prend bien sûr le temps de connaître le produit, de l'essayer et de pouvoir bien entendu tirer une conclusion. Et la conclusion aujourd'hui, elle se veut très très positive parce que les languettes médicales vendues au magasin 1001 tapis, une exclusivité du concept Salaka, vous les avez de ce côté-là en ce moment au prix de la double réduction à 6 000 francs. Je rappelle bel et bien que le prix normal de ces languettes est de 8 000. Le prix de la promotion est de 6 500 francs. Le prix de la double réduction est de 6 000 francs la paire de languettes médicales. Oui, elles permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Elles permettent bien entendu à l'utilisateur de se sentir à l'aise, de se mouvoir au maximum. Donc ceux qui n'ont pas encore cette languette médicale, c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter sa languette médicale. Nous allons parler rapidement des modalités de livraison. Oui, pour ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis, que ce soit le robot mixeur, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la languette médicale, que ce soit le tensiomètre, les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez le concept Salaka. Nous livrons dans tout le Cameroun. Merci. Nos numéros de téléphone, vous les avez. Merci Allez, de choisir le concept Salaka. Constilamine, merci à vous, madame, messieurs, d'avoir trouvé de l'intérêt à nous regarder également ce matin. Consti, nous vous disons merci et on vous donne rendez-vous demain. Attention, madame, messieurs, comment faire pour vivre sans polygamie? Les Françaises nous attendons au Cameroun. Trop d'hommes libres.